Sont retenus comme toi. C'est parti pour un nouveau numéro de 7 jours dans la savane. Madame, Messieurs, merci de nous renouveler votre fidélité. Inhumation hors bornage dans 2 cimetières à Ouagadougou, conférence de presse chaotique de la jeunesse du CDP, rencontre cette semaine entre le président béninois Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Yayi-Boni, lancement du mouvement politique de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Voilà les sujets qui seront traités dans Décryptage avec Amadé Adamasoro et Alphonse Ouedraogo. Dans l'édito cette semaine, nous parlons football avec le nouveau logo et la nouvelle dénomination du championnat national de football de première division et le sponsoring de la Lonabé, le Faso Foot qui est devenu Ligue 1 Lonabé, et notre éditorialiste parle des mouta-mouta inacceptables. Vous aurez l'occasion de comprendre dans l'édito avec Soumaïla Rabo. Nous sommes à exactement 3 semaines de l'ouverture de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou et FESPACO. Et comme promis, Savane Média poursuit sa série d'émissions consacrées au 7e art. Et aujourd'hui, nous parlons de la consommation des productions cinématographiques au Burkina Faso. Quelles sont les préférences du cinéphile burkinabé? Pour en parler, nous recevrons 3 invités sur ce plateau. Hervé Onla, journaliste culturel, Rakis Rodrigue Kaboré, président de l'Association des exploitants des salles de ciné du Burkina, AESCB, et Abdraman Zampaligré, il est entrepreneur culturel et gérant du ciné Tampoui à Ouagadougou. Voilà les décors de ce nouveau numéro de 7 jours dans la savane. Bienvenue à tous. Alphonse Ouedraogo est avec moi pour débuter les décryptages de l'actualité de cette semaine écoulée. Alphonse, bienvenue. Bonjour Kambo, bonjour à ceux qui nous suivent. Et nous débutons par cette actualité. 200 tombes hors bornage dans les cimetières de Taptenga à l'arrondissement 10 et Zaktouli dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Dans un communiqué, la mairie invite les parents des personnes inhumées à procéder aux exhumations et réinhumations des corps dans un délai de 14 jours. Et une mesure qui pourrait soulager les riverains de ces cimetières, même si pour des raisons culturelles, ces derniers émettent des inquiétudes. Abdoulaye Kinda et Fatih Sankara sont allés à la rencontre des riverains du cimetière de Zaktouli dans l'arrondissement 7, suivant leur reportage. Cette image est l'un d'être une dune de sable formée à proximité d'un domicile familial. Ici repose une dépouille en dehors des limites du cimetière de Zaktouli. Une situation difficile pour Marcel Kogo, riverain de ce cimetière. Entre son domicile et le tombeau, il y a seulement 3 mètres d'espace. Je peux dire que c'est pas facile. Parce que avec la nuit comme ça, quand vous sortez, par exemple les enfants là, quand ils sortent, ils ont peur. Donc nous tous on sait que quand on enterre les corps là et déborder jusqu'au bord des maisons là, bon, ça nous dérange un peu, mais je ne sais pas quelle solution qu'on peut faire pour s'en sortir. En plus de cette hantise que ce débordement du cimetière crée sur les enfants, l'accès au domicile de Marcel Kogo est un parcours de combattant. Comme c'est le cimetière, on ne peut pas dire parce qu'il est au milieu de la quartier. On ne peut pas dire que ça dérange, c'est le cimetière, mais ce qui est un peu dérangeant, c'est les tombes qui sont débordées là. C'est ça, souvent, si par exemple il y a la solution qu'on peut faire, mettre le mur ou autre chose comme ça peut, quand ça casse seulement, ça peut nous aider. Il n'y a pas la place pour quand vous voulez rentrer avec le véhicule, on ne peut pas rentrer. La distance entre la porte et le tombe là, ça ne dépasse pas 2 mètres comme ça, 3 mètres comme ça.
Pour Marcel Kogo, ce débordement des tombes est une situation difficile à résoudre malgré la décision de la mairie de Ouagadougou d'exhumer les corps pour clôturer les cimetières hors bornage après un délai de 2 semaines. La décision du maire, là, comme c'est déjà enterré, là, en tout cas, je ne sais pas quand vous allez déterrer ça, quelles conséquences ça peut amener. Je ne sais pas quelles conséquences ça peut amener. Ça peut faire, et puis après ça, il y a des conséquences. Là, moi, je ne peux pas répondre à ça. Même s'ils ont appris, pour déterrer le corps, là, on ne vient pas déterrer comme ça. Il faut des systèmes ou bien amener des gens ou bien des trucs comme ça pour déterrer le corps. Il y a des choses à faire. Donc, quand c'est surprise comme ça peut causer des problèmes. J'ai jamais vécu des trucs comme ça, qu'on déterre le corps comme ça. J'ai jamais vu ça. Pour faire ça là, en tout cas, il y aurait des conséquences, mais je ne sais pas quelles conséquences ça peut amener. Mais je sais que pour déterrer le corps là, c'est difficile. Marcel Kogo préconise une large communication et des rites avant l'exhumation des corps. 2 semaines qu'ils ont données là, est-ce qu'ils ont fait la communiquer? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que les choses puissent savoir et puis venir déterrer leur corps? Si la date n'est pas vraiment un peu élargie, ça va être difficile. Voilà, puisque il y a des gens qui ne vont pas... moi-même, par exemple, c'est aujourd'hui que j'ai entendu ça, que la mairie a donné 2 semaines. Marcel Kogo insiste et persiste sur le fait qu'il ne faut pas exhumer les corps sans associer les traditionalistes. Cela va éviter de nombreuses conséquences, selon lui. Et Alphonse Ouedraogo, je reviens à vous pour le décryptage de cette actualité. Plus de 200 personnes décédées qui ne dorment pas tranquillement actuellement dans leur tombe. Quel regard sur cette actualité? Oui, c'est exact ce que vous avez dit. Le regard qu'on pourrait avoir, c'est qu'il est important, comme la mairie l'a indiqué dans le communiqué, qu'il faut faire quelque chose. Il faut travailler à reloger effectivement, exhumer les corps, exhumer cet homme-là, et puis trouver un autre site, à la limite dans le même site, parce qu'on a dit que ça a été fait hors les limites, dans les limites du cimetière. Est-ce qu'il y avait encore un espace pour que ces corps-là, ces personnes décédées, puissent trouver des demeures, ou bien est-ce que c'est le mauvais comportement de certaines personnes qui a amené donc à enterrer des corps hors des limites du cimetière? Ça, c'est une question. L'un dans l'autre, je pense que la meilleure formule, c'est ce que l'autorité municipale a décidé et a pris comme décision. Il faut très vite, parce que ça dérange non seulement les riverains, il y a des gens qui, vous avez vu dans le reportage, des gens qui sont à un pas même du cimetière. Ouais. Ce n'est pas bien pour les enfants et ce n'est pas aussi bien pour l'autorité qui n'a pas fait son travail. Parce que quand on dit un cimetière, je crois, si aujourd'hui la mairie parle de faire des clôtures, ça veut dire que la mairie était au courant de l'existence de ce site-là. Et si tel est le cas, qu'est-ce qu'on devait faire pour vraiment juguler ces choses-là, pour qu'on ne soit pas là aujourd'hui à penser à l'exhumation de certains tombes pour réorganiser les choses. Je pense que la meilleure formule, c'est ce que la mairie a donné. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver là? Les riverains ont parlé, ils seront contents si ce travail est fait, mais il y a un mais. Il y a un mais parce que nous sommes en Afrique, on ne déterre pas un corps qui veut, mais qui peut le faire. Qui peut le faire? Il faut le faire dans les règles de l'art. Nous sommes en Afrique, peut-être qu'il y a des pratiques coutumières qui doivent être faites. Donc, si cela n'est pas fait, c'est difficile. Mais n'oublions pas, un délai de 2 semaines, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ce travail-là. Parce que la mairie dit que si les personnes concernées, les familles concernées ne font pas ce travail, ben, la mairie serait dans l'obligation de faire le travail elle-même. Mais il y a des gens qui ont leurs parents qui reposent dans ces sites-là, ces cimetières-là, mais qui ne sont pas à Ouagadougou, qui ne sont même pas au Burkina. Ouais. Est-ce que ces gens-là peuvent être... on peut tenir compte de leur situation dans un délai de 2 semaines.
je pense qu'il y a débat en ce moment. Vous avez parlé également peut-être des pratiques culturelles que nécessiterait l'exhumation de ces corps. Est-ce que, même si vous dites que la décision de la mairie est une bonne décision, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'en amont, par exemple, les autorités coutumières, les chefs d'État, par exemple, soient impliqués? Parce qu'on a comme l'impression que la décision vient uniquement de la mairie. Est-ce que si ces pratiques culturelles, par exemple, devraient se faire avant exhumation de ces corps, en 2 semaines, c'est pas tenable? Difficile de le savoir, mais je doute fort que la mairie, avant publication de ce communiqué-là, n'ait pas pris tous ces aspects. N'ait pas pris tous ces aspects parce que on ne peut quand même pas dire que les autorités municipales ignorent cette question qui est d'ordre culturel et qui est importante. Donc, il faut effectivement que cela soit fait. Et si ce n'est pas encore fait, ben, ça veut dire que le délai de 2 semaines ne peut pas être respecté. Donc, on ne peut pas quand même se lever, faire ce travail sans associer tous les acteurs, parce que c'est tous les acteurs, avant d'identifier un site, mais il y a eu des concertations. Et avant de procéder à réparer ce qui doit être fait, je pense qu'il faut encore impliquer des acteurs. Ceux qui partent donc en tirer des corps, ben, ils le font en pensant qu'ils sont sur le site. Il y a des gens qui ne savent pas, mais il y a d'autres qui le savent, mais qui arrivent dans la nuit et rapidement, le corps est enterré. Il faut travailler après donc la clôture là. Il faut travailler à recadrer les choses. S'il y a lieu, si on s'est clôturé, qu'il y ait des gardiens, voilà, qui vont donc faire leur travail de sorte que après cette clôture là, des corps ne soient pas enterrés en dehors des limites du cimetière. Et c'est sûr que c'est l'absence des clôtures d'ailleurs qui a conduit à cette situation. Et selon ce qui s'est dit, ce ne sont pas seulement ces deux cimetières qui sont dans la situation. Non, pas du tout, parce qu'il y en a tellement. Mais n'oublions pas que souvent c'est le manque d'espace. Quand on dit un cimetière, en principe, il y a une limite, voilà, de l'espace où tout le monde sait que c'est ici. Et si c'est rempli, il faut trouver une autre solution. Malheureusement, nous avons eu des autorités municipales qui n'ont pas travaillé à ce niveau. Ils ont juste fait de distribuer des parcelles, mais en oubliant les morts. C'est comme si au Burkina, personne ne veut s'intéresser aux morts. Et pourtant, quand on parle de l'habitat pour les vivants, il faut penser à là où nous tous nous allons nous reposer un jour. Donc c'est très important. Oui, parce que tout le monde est appelé à mourir, donc il ne faut pas avoir peur à ce niveau. Il faut mettre cet aspect-là dans nos priorités. Il faut en plus des clôtures qui seront faites d'ici là, trouver d'autres sites pour que les gens puissent enterrer en fonction de l'organisation qui sera donnée. Il ne faut pas laisser les gens le faire en désordre. Quand vous partez au cimetière municipal de Gouin, là où des militaires qui sont tombés, on les enterre là, mais ils sont organisés. Ce n'est pas comme l'autre côté. Donc je pense que tout ça, c'est des choses qu'il faut impliquer, qu'il faut réunir pour que désormais, s'il y a un nouveau site, que ça soit très bien organisé, qu'on puisse vraiment très rapidement mettre une clôture avant de donner permission aux gens de faire ce qui doit être fait. Je pense que ça c'est un plus qui peut nous guider et qui peut nous prémunir de ce que nous sommes en train de réparer aujourd'hui. Alors, on a comme l'impression également que cette histoire des clôtures n'a pas été mûrie à temps, ou on n'a pas forcément pensé à cela à temps. On se pose même la question de savoir si ce n'est pas, ou si ce ne sont pas ces enterrements hors bornage qui contraint l'autorité municipale à penser à la clôture de ces cimetières maintenant. Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire que à un moment donné, on n'a pas pensé à cela, mais voilà, aujourd'hui, nous sommes coincés. On est obligé très rapidement de trouver les moyens pour faire ce travail. Trouver les moyens parce que si ce n'était pas prévu et que c'est maintenant qu'on veut le faire, c'est que c'est compte tenu de l'urgence. Donc, c'est ce que je dis dorénavant, qu'on puisse identifier beaucoup de sites. Peut-être même que dans chaque arrondissement, qu'il y ait plusieurs sites, ça peut vraiment désengorger, ça peut ralentir cette façon d'enterrer hors bornage. Donc, c'est ce qui peut être ajouté comme solution.
Donc, on attendra de voir quelle solution sera trouvée au finish pour régler cette question d'enterrement hors bornage. Alors, c'est sûr que, étant donné que ces enterrements hors bornage, peut-être se sont faits sur des parcelles des gens, c'est sûr que, quel que soit le temps que ça prendra, peut-être que la solution finale, c'est comme vous l'avez dit, la bonne solution, c'est l'exhumation. On attendra de voir quel sera le procédé, quels seront peut-être les acteurs qu'il va falloir impliquer dans le processus. Merci à vous, Alphonse Ouedraogo, pour le décryptage de cette actualité. Dans la suite, nous parlons de cette conférence de presse chaotique de la jeunesse du CDP jeudi dernier. Les jeunes du Congrès pour la démocratie et les progrès avaient pourtant convoqué la presse pour une déclaration importante, pour reprendre leurs propres termes, mais ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur les contenus de la déclaration à livrer à la presse. Témoignage de Pakisba Mariam Ouedraogo. Le torchon brûle entre les jeunes du CDP ou entre le secrétariat national à la jeunesse et la direction de l'ancien parti au pouvoir. En témoigne la confusion qui a régné à la conférence de presse. Alors que cette conférence de presse visait à dénoncer la malgouvernance du MPP au pouvoir, elle a tourné en crise interne au sein même des accusateurs du jour. Les résultats de la gouvernance du premier mandat au deuxième mandat du MPP est chaotique. Chaotique à tel enseigne que nous voyons le Burkina à l'image de l'Afghanistan si la situation tend. Malheureusement, nos gouvernants s'acharnent sur un congrès extraordinaire, inutile. Selon le secrétaire national à la jeunesse du CDP, Adama Tchenderbego du colonel, la confusion est partie de la rédaction d'une deuxième déclaration liminaire différente de celle que lui a préparée. L'autre, faut pas aller dans ça. Non, on a un document. Et c'est sur la base de ce document qu'on doit parler. Non. Malgré tout, colonel dit avoir pu passer son message selon lequel Roch-Marc Christian Kaboré n'est pas à la hauteur. De l'insouciance du gouvernement, nous jeunes du CDP, nous disons que le président Kaboré doit être honnête avec lui-même, avec le peuple burkinabé et de reconnaître qu'il peine à trouver des solutions conformément à son serment d'investiture qui est d'assurer l'intégrité du territoire national et de protéger les habitants du Burkina Faso et des biens. Au regard de ce tableau sombre et suicidaire, pour l'avenir de notre peuple, nous, aînés du CDP, invitons le président Roch Kaboré à tirer toutes les conséquences conformément aux dispositions de notre Constitution. Après la lecture de la déclaration liminaire et avant la phase des questions-réponses avec les journalistes, la compagnie républicaine de sécurité CRS a mis fin à la conférence de presse officiellement à la demande du président du CDP. Voilà, une conférence de presse qui se termine en queue de poisson. Alphonse Ouedraogo, quelle est votre analyse du spectacle qu'il a été donné de voir à cette conférence de presse de la jeunesse du CDP? Alors, je dirais que c'est vraiment du spectacle, c'est du jamais vu. Généralement, ce sont des jeunes d'un parti à l'autre qui s'affrontent, mais ici, il a été question des jeunes d'un même parti qui sont affrontés. Alors, comment cela s'est passé? Qui a convoqué cette conférence de presse? Je pense que pour répondre à cette question, c'est assez simple. C'est le secrétariat chargé de la jeunesse au niveau du parti, qui a des responsables. Ce sont les responsables qui étaient d'ailleurs au devant, au niveau du podium, pour parler aux journalistes. Alors, à leur grande surprise, un groupe de jeunes est arrivé, un autre groupe de jeunes est arrivé pour donc demander à lire une déclaration qui n'était pas celle préparée par le secrétariat chargé de la jeunesse. C'est ce qui a mené donc ce tohu-bohu là jusqu'à ils sont arrivés à se frapper, il faut le dire. Ils étaient obligés de faire sortir d'autres personnes pour pouvoir continuer, mais continuer difficilement. Donc, c'est une situation qui était la tambouille, une situation qu'on pouvait pourtant éviter. Dès lors que le secrétariat de la jeunesse a convoqué
cette conférence de presse. Ce qui était bien, c'est de laisser faire comme il se doit. Il semble que le deuxième groupe qui est arrivé est arrivé avec une déclaration émanant de la direction du parti, le CDP, pour être donc lu devant les journalistes. On ne comprend pas. Est-ce que le parti peut nous dire que la déclaration des jeunes du secrétariat chargé de la jeunesse n'a pas été approuvée par la direction du parti? Ça, c'est une question. Si cela n'est pas fait jusqu'à l'heure de la conférence, ça veut dire qu'il y a un laisser-faire au niveau du CDP. L'autre question, alors, au niveau du CDP, quand il est question d'une conférence de presse des jeunes, comment on procède généralement? Est-ce que la direction du parti s'implique ou ce sont les jeunes qui s'organisent et qui assument et qui endossent la responsabilité de ce qui sera dit s'il y a des écarts? Ça aussi, c'était une possibilité. Là où je voudrais dire est qu'il faut d'abord condamner à tout point de vue toute attitude tendant à semer des troubles, d'où qu'elles viennent, parce que c'est au CDP, mais il faut le dire, les jeunes qui sont arrivés et qui ont été à la base de ce qui s'est passé, je pense que les responsables du CDP doivent tirer les conséquences. Si il y avait conseil à donner, les jeunes qui sont arrivés ont dit qu'ils sont arrivés avec une déclaration de la direction du parti. La direction du parti, mais on voit d'abord le président du parti, il dit comme Boyego. Je pense que ce qui s'est passé, ce n'est pas une bonne image pour son parti. Et il en est responsable si effectivement le deuxième groupe de jeunes là qui sont arrivés ont été donc commandités par le président du parti. Donc lui-même, il a sa responsabilité à ce niveau. L'autre groupe, le premier groupe qui a convoqué la presse, a dit qu'il a été demandé à quelques 30 ou 1 heure avant la conférence là de changer une déclaration, chose qu'ils n'ont pas acceptée, d'où donc ce qui s'est passé. Alors, il y a quelque chose quand même qu'on n'arrive pas à comprendre. La conférence de presse a été annoncée depuis plusieurs jours avant. Tout à fait. Comment peut-on comprendre que la déclaration qui a été préparée par le secrétariat chargé de la jeunesse n'ait pas été connue avant par la direction du parti ou n'ait pas été présentée à la direction du parti et que la direction du parti également ne cherche pas à connaître le contenu de cette déclaration à temps? Alors que déjà, selon l'annonce qui a été faite, il a été dit que la jeunesse du CDP se préparait à faire une déclaration importante. Pendant que les députés CDP étaient à Comisiri pour les journées parlementaires. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui n'a pas joué son rôle? C'est la question importante ici, parce que tout le monde se pose donc cette question. On ne peut pas comprendre que cette conférence de presse soit annoncée à une semaine même avant la conférence de presse, et malgré tout, c'est à la dernière minute que le parti trouve que le contenu du discours qui sera prononcé n'a pas l'assentiment de la direction du parti. Ça, c'est dangereux. Alors, il y avait quoi à s'inquiéter dans la déclaration des jeunes qui ont des responsables? Je pense qu'un parti, en principe, comme le CDP, doit être organisé. Et j'estime qu'il est organisé. S'il est organisé, ça veut dire que les jeunes qui vont donc rencontrer les journalistes, qui vont donc parler de la situation nationale comme ils ont annoncé, et qui veulent faire une déclaration importante comme ils le disent, après la conférence, s'il y a à répondre, il y a des responsables. Il y a des responsables parce que si vous cachez le contenu de votre déclaration à la direction, vous allez assumer l'entière responsabilité. Ça veut dire ici, autant on peut reprocher au secrétariat en charge de la jeunesse n'avoir pas présenté la déclaration à la direction du parti, oui. Autant on peut reprocher à la direction du parti de n'avoir pas cherché à connaître le contenu d'une déclaration qui est annoncée, une déclaration importante entre griffes qui est annoncée par la jeunesse de votre parti. C'est pourquoi je pose la question de savoir qui n'a pas joué son rôle. Est-ce que c'était au secrétariat en charge de la jeunesse de présenter auparavant la déclaration à la direction du parti, ou est-ce que c'est à la direction du parti également de chercher à connaître le contenu de la déclaration que la jeunesse préparait à temps? Il y a deux cas. C'est difficile à expliquer. Il y a deux cas parce que les deux cas, personne n'a fait son travail, à mon avis. Personne n'a fait son travail parce que le secrétariat de la jeunesse
en principe, devrait présenter le contenu de son discours à la direction du parti. Je pense que c'est le principe. Et le parti, s'inspirant de ce qui a été dit, va travailler à ajuster un certain nombre de choses. Parce qu'un discours, on ne le prononce pas ou on ne l'écrit pas comme on le veut dans un parti qui est bien organisé. Les responsables doivent être informés de ce que vous voulez dire. Maintenant, des questions de relance pendant la déclaration, pendant la conférence, peuvent arriver. Bon, vous pouvez bien répondre aux questions comme il peut y avoir vraiment des ratés. Et ça, c'est minime. Maintenant, que la direction nous dise que elle a été surprise ou elle a eu vent que le contenu du discours des jeunes là va être créer des problèmes, d'où leur volonté de faire changer leur déclaration. Moi, je pense que la direction aussi a failli à ce niveau. Donc, c'est comme je l'ai dit, si effectivement c'est les responsables du CDP qui ont envoyé l'autre groupe de jeunes de venir changer les choses, de venir créer ces troubles-là, tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable. Ça pouvait aller autrement. L'affrontement pouvait être difficile et dur, déboucher à des situations très difficiles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qui doit tirer la conséquence? Et ce que je voudrais dire, après ces événements, quelle est la suite? Je pense qu'un parti qui a un conseil de discipline va donc faire son travail. Mais si la jeunesse qu'on présente comme la relève dans un parti comme le CDP se met à s'affronter pour réparer ces torts-là, c'est difficile. Mais quand on écoute un peu, par exemple, les dits du secrétaire en charge de la jeunesse, M. Tiendrebego, dit colonel, oui. Et quand il dit par exemple qu'il y en a qui sont opposants le jour et qui boivent le vin la nuit avec le pouvoir par exemple, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que la première déclaration était très engagée et n'a pas été approuvée par exemple par la direction du parti? Et je pense que et ce message est adressé à qui d'ailleurs? À la direction du parti. À la direction du parti, parce que c'est l'élément qui constitue la pomme de discorde. Parce que les jeunes du CDP voulaient dénoncer la gouvernance actuelle, pouvoir développement Christian Kaboré, en accusant effectivement et en même temps la direction du CDP qui ne fait pas son travail. Parce qu'à leur entendement, au vu de ce que les Burkinabés vivent aujourd'hui, comme situation difficile de part et d'autre, ils devaient avoir affaire à des dirigeants responsables, à des dirigeants engagés qui secouent le gouvernement. Malheureusement, leur conseil est que les responsables du CDP caressent le pouvoir dans le sens du poil, ne va pas au front, et malgré le fait que la situation n'est pas du tout reluisante. Je pense que c'est cette critique ou ce regard que les jeunes voulaient avoir par rapport aux responsables du parti qui a mené la direction, oui. Voilà, donc de tout, il n'y a jamais comme on le dit. Effectivement, il y a eu Gwangwa, il y a eu cette trouble-là qui n'arrange personne dans un parti qui vit aujourd'hui des démissions de ces cadres à n'en pas finir. C'est à cela que je voulais en venir. Est-ce que cela ne vient pas confirmer tout ce qui se disait notamment sur ce parti du point de vue de la cohésion interne, quand on voit depuis la démission de Léonce Koné, ensuite Alfred Sanou qui a fini par partir au MPP, Luc Adolphe Tiao tout dernièrement. Est-ce que ce ne sont pas des signes peut-être de l'éclatement de ce parti quand les mentors ou certains cadres sont en train de partir et que les jeunes également ne s'entendent pas? On se pose la question, quel avenir pour ce parti dont le président est chef de file de l'opposition politique? En tout cas, si rien n'est fait, très rapidement, le pronostic vital de ce parti est engagé. Parce que quand la jeunesse dans un parti ne s'entend pas, quand il n'y a pas d'entente entre la jeunesse, il faut dire qu'il n'y a pas d'avenir dans ce parti. Il n'y a pas d'avenir pendant que des responsables, des cadres du parti démissionnent, les jeunes s'affrontent. Qu'est-ce qui reste encore de ce parti qui aspire à faire une offre politique au pays burkinabé? C'est difficile. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui conforte certaines personnes dans leur position, surtout ceux qui avaient démissionné auparavant, en critiquant la gestion, le management de la direction du parti, qu'effectivement, ils avaient raison de quitter
parce que les éléments qui pouvaient les retenir dans ce parti ne sont plus là. Et je pense que c'est à la direction du CDP de tirer toutes les conséquences en connaissance de cause. Merci à vous, Alphonse Ouedraogo, pour ce décryptage et merci d'être passé sur le plateau. Merci bien, Camo, et bonne suite. Merci. Et dans la suite, nous parlons de l'actualité hors du Burkina avec d'abord cette rencontre mercredi entre le président béninois Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Yayi Boni. Les deux hommes ont parlé décryptation politique et pour cela, Yayi Boni demande la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Écoutons-les. On a parlé naturellement de l'image de notre pays. L'objet concerne uniquement un seul point, la question liée à la décrispation politique dans notre pays. Calmement, elle m'a écouté. Nous avons convenu, au terme de discussion, que la décrispation politique est indispensable à la paix durable dans notre cité commune afin d'assurer notre vivre ensemble, la concorde et la cohésion nationale. J'ai eu l'occasion de dire au président que dans cette perspective, qu'il soit mis fin aux arrestations politiques et d'opinion pour permettre à tous nos compatriotes réfugiés, notamment dans les pays voisins, de rentrer chez eux. Le point suivant, le point B, est de libérer les détenus politiques, dont, entre autres, nos compatriotes, par exemple, Madame la ministre Rekia Madougou, Joël Laïvo, car de nombreux jeunes en souffrance dans nos prisons ne nous ont pas échappé. Et le président m'a écouté, a passé son temps à m'écouter religieusement. C'est un plaisir pour moi et je voudrais prendre le temps de savourer ce plaisir-là. Revoir le président Boni Yayi ici même, en ces lieux, qui garde son action en mémoire. Le président Boni Yayi a passé 10 années ici, au service de notre pays. Et vous imaginez quel est mon plaisir et l'honneur que j'éprouve en le recevant ici. Et le décryptage de cette actualité du côté du Bénin, c'est avec notre spécialiste des questions internationales, Amadé Adamasoro, qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bienvenue. Bonjour Kambo, bonjour à toutes et à tous. Alors, à l'image de Laurent Gbagbo et de Alassane Ouattara qui se sont rencontrés 10 ans après, c'est Yayi Boni et Patrice Talon qui se rencontrent 5 ans après. Quel regard sur ce nouveau rapprochement entre les deux hommes politiques, si je peux me permettre le terme, rapprochement? On serait tenté donc de parler d'effet domino, puisque d'abord, il y a une proximité géographique entre, bien sûr, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Bien sûr, c'est le même espace, la CEDEAO, l'UEMOA, etc. Donc, on peut donc dire que ce qui se passe dans l'un peut avoir une certaine influence sur l'autre. Mais profondément ou de façon claire, il faut observer que la vie politique béninoise a quand même une certaine singularité, parce que c'est un pays qui n'a pas connu de graves crises institutionnelles comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina Faso. C'est vrai qu'il y a eu des coups d'État, mais on ne peut pas... la stabilité politique béninoise est relativement mieux située, donc bien posée que l'ensemble des autres pays, à l'exception, n'est-ce pas, du Ghana et du Togo. Voilà, donc cette rencontre au sommet qui a eu lieu entre Yayi Boni et Patrice Talon est une bonne chose pour la démocratie, pour également la stabilité du pays, même si il y a en tout cas beaucoup à redire sur la façon singulière qui est celle de Patrice Talon de gérer le pouvoir. Il n'est pas donc du sérail politique, comme vous le savez, c'est un homme d'affaires, et que, à la manière un peu de Donald Trump, et que donc lorsqu'on est loin
de ces séries politiques-là, on a une certaine marque qui n'est pas forcément comprise par les politiciens de profession. Alors, donc dire que cette rencontre-là est fortuite, je ne pense pas que ce soit une bonne analyse, parce que depuis un certain temps, hein, on a senti cette distanciation donc, qui a existé entre l'ancien président Yayi Boni et son successeur, parce que vous êtes, bien sûr, vous êtes au courant de ce qui s'est passé pendant les élections, également la manière particulière que Patrice Talon adopte dans la gestion des affaires du pays. Les opposants donc le critiquent parce qu'il serait celui qui écarte donc ce qui est probable empêchait de tourner en rond et qu'il a adopté une certaine politique où il favorisait en réalité, n'est-ce pas, ses proches dans l'attribution des marchés publics. Lui-même, il serait arrogé certains privilèges au niveau du port, au niveau du coton, etc. Donc ça a créé en tout cas une atmosphère de malaise un peu dans certains rangs. Aujourd'hui, Yayi Boni est considéré comme le porte-parole de l'opposition. Vous savez qu'il y a certains qui sont en exil, d'autres qui sont donc en prison, et que cette rencontre vise naturellement non seulement à donner un signal fort au sein de la population, qu'en réalité, en politique, tout peut arriver. Ce n'est pas parce que hier, vous avez été de farouches adversaires qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous retrouver autour d'une même table pour essayer de faire avancer la cause nationale. Et je pense que ce qui est ressorti de cette rencontre-là, c'est que c'est une rencontre qui vise, n'est-ce pas, une décrispation de la situation politique, mais aussi à faire valoir les intérêts supérieurs de la nation béninoise. Décrispation de la situation politique et pour Yayi Boni, cela devrait commencer par la libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion. Est-ce que cela sera suivi d'effets, comme on l'a vu après la rencontre Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Oui, je pense qu'il est trop tôt de se prononcer, d'autant plus que dans la réponse à l'allocution de Yayi Boni, Patrice Talon est resté un peu évasif, où il a juste dit qu'il était content de cette rencontre. Mais est-ce qu'il a fait des promesses concrètes? Je n'en ai pas la certitude. Mais bon, vous savez, en politique, il ne faut jamais dire jamais. Et chaque fois, j'aime donc le répéter, qu'en politique, ce qui compte, c'est le rapport de force. Ce qui peut obliger un dirigeant à adopter une posture donnée, c'est justement le rapport de force qui serait dicté par les événements sur le terrain. Si aujourd'hui, Patrice Talon se rend compte que cette rencontre, il y a une nouvelle configuration de la scène politique béninoise et qu'il est obligé de tendre la main vers l'opposition, cela va se matérialiser par effectivement l'élargissement de ces détenus-là et également le retour des exilés. Il n'y a pas véritablement de cartes prédistribuées donc, sur cette question. Donc cela donc, suppose qu'au niveau donc, de l'ensemble de la classe politique béninoise, bien sûr dans la perspective aussi des élections à venir, s'il y a en tout cas un front commun qui est fait autour donc, de Yayi Boni, qui en temps avait semblé être délaissé, on avait même je vais dire encerclé donc son domicile parce qu'on lui avait attribué des intentions donc de déstabilisation, tout ça. C'est ce qui est souvent déplorable donc en Afrique et ce qui amène certains dirigeants à s'agripper au pouvoir, voilà, à s'accrocher au pouvoir, parce qu'ils estiment que s'ils laissent la main, alors ils auront des lendemains chanteurs. Ce qui fait en réalité que beaucoup ne veulent pas passer la main lorsque leur tour arrive. Et je pense que les générations futures doivent travailler à minimiser tous ces aspects négatifs-là. Alors, Yayi Boni a parlé de quelque chose quand même qui a retenu mon attention. Il dit que nous avons parlé de la décrispation politique, absolument, mais de l'image du Bénin. Oui. L'image du Bénin, oui. À quoi ces termes pourraient-ils renvoyer? C'est bien vu parce que le Bénin était quand même considéré
comme une oasis de démocratie, voilà, notamment avec la conférence nationale, et également la succession donc pacifique au pouvoir. Donc le Bénin avec le Sénégal était considéré comme des phares donc, de la démocratie en Afrique occidentale, surtout francophone, et que ces mouvements qui ont suivi l'arrivée au pouvoir des Talons, donc a quelque peu jeté un discrédit sur, n'est-ce pas, la démocratie béninoise. Donc, effectivement, cette rencontre-là scelle le retour de la quiétude, n'est-ce pas, au niveau du jeu politique au Bénin. Et ça va certainement contribuer à redorer le blason, n'est-ce pas, de la démocratie au Bénin. Et je pense que c'est à ça qu'il faisait allusion Yayi Boni dans sa déclaration après sa rencontre avec le président Patrice Talon. Merci à vous, Amadé Adama Soro, pour le décryptage de cette actualité. Parlons de cette autre actualité, cette fois du côté de la Côte d'Ivoire. Ce sera certainement un divorce à double dimension entre Laurent et Simone Gbagbo. En attendant le divorce conjugal en instance, le divorce politique se confirme après s'être démarqué des concertations en cours pour la formation du nouveau parti politique de Laurent Gbagbo. Simone Gbagbo lance son propre mouvement politique, le MGC, Mouvement des générations capables, est porté sur les fonds baptismaux samedi à Abidjan. On en parle avec Amadé Adama Soro qui est toujours avec nous. Quelle est votre analyse de cette attitude ou, voilà, de Simone Gbagbo qui refuse de suivre, j'allais dire, son mari, puisque le divorce n'est pas encore prononcé, dans sa marche et qui veut frayer son propre chemin? Oui. Bon, je pense que ce développement n'est pas tout à fait étonnant, une surprise, dans la mesure où on lui prêtait déjà cette intention, sitôt le retour du président Laurent Gbagbo, avec cette scène que nous tous nous avons suivie à l'aéroport, et que jusqu'à ce que donc il dépose et fasse cette annonce publique donc de la demande de divorce. Alors donc c'était quand même compliqué de faire chemin commun avec quelqu'un avec qui on a donc passé le plus clair de sa vie, pas seulement sociale mais aussi politique. Vous vous souvenez que elle avait été arrêtée au même titre que son mari et qu'elle a toujours joué un rôle même officieux donc dans les prises de position officielles de Laurent Gbagbo jusqu'à donc la chute de ce dernier en 2011 après donc la crise post-électorale. Alors donc avec ces développements, notamment la demande de divorce, et qu'également au niveau donc des FPI, il y a des tendances. Il y a une tendance qui est restée alors mobilisée derrière Simone Gbagbo, derrière Afin Guessan, et qui ont quand même, les deux ont quand même tenu le parti pendant que le leader et le fondateur étaient en prison. Donc, et qu'on estime que ce travail qui a été fait en l'absence de Laurent Gbagbo est un travail alors, remarquable, et que ce que Laurent Gbagbo a fait est considéré comme une certaine trahison. Et cela n'est pas acceptable, n'est pas admissible dans certains milieux, d'où effectivement ce grand nombre de personnes, les anciens, même aussi les jeunes, qui se sont donc prononcés en faveur donc de cette nouvelle formation politique qui sera créée, donc mouvement des générations capables, et que également Laurent Gbagbo, dans une de ses apparitions publiques, a donc affirmé ne pas être n'est-ce pas, collé à l'enveloppe qui serait revendiquée par Afin Guessan. Il veut parler donc des FPI, et que lui aussi il est dans la dynamique de la création d'un nouveau parti politique. Donc ces développements étaient attendus, et que également il y a un brin de sympathie qui s'est développé également autour de Simone Gbagbo, parce qu'elle aurait quand même souffert pendant donc de longues années, et que la question du divorce également a contribué à rehausser un peu sa cote de popularité, notamment du côté des féministes, qui estiment qu'elle a été trahie, humiliée, et que tout ça, ce sont des aspects qui peuvent être exploités politiquement, notamment à travers la création de ce nouveau mouvement. Merci à vous pour votre regard sur cette actualité. Merci, merci à vous. Et c'est tout pour les décryptages aujourd'hui. Tout de suite, le directeur de l'information, Soumaïla Rabo, sera
pour l'édito de la semaine. Voilà, et chaque semaine, nous émettons notre point de vue sur un sujet d'actualité. Ça s'appelle l'édito de la semaine et c'est avec le directeur de l'information de Savane Média, Soumaïl Arabo. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous, bonjour à tous. Et dans l'édito cette semaine, vous dites Ligue 1, l'ONAB, Mouta inacceptable. Oui, c'est au sujet de ce qu'on a vécu jeudi dernier à la Fédération burkinabé de football, plus grand exploit de Lazare Bansé, qui passe maintenant sa première année à la tête de la Fédération burkinabé de football, après Sita Sangari. C'est un exploit d'avoir pensé à donner davantage de visibilité au football burkinabé et d'avoir pensé à chercher davantage de financement pour relancer le championnat national de football de première division qui jusque-là portait le nom de Faso Foot. Une création au passage de Yannick Laurent Bayala, journaliste sportif à la retraite à qui nous rendons un grand hommage. C'est un exploit, c'est bien. Parce que le football burkinabé a besoin davantage de visibilité, parce que la visibilité que le football burkinabé a aujourd'hui est plutôt portée du côté des étalons, surtout seniors, et à quelques exceptions près au niveau des juniors et des cadets. Mais au niveau du championnat national, vous aurez remarqué qu'il n'y a vraiment pas de visibilité, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de gaieté, il n'y a pas de ferveur, il n'y a pas d'ambiance. C'est plutôt un championnat national de football de première division morose, et donc lui donner davantage de visibilité est une bonne chose. Lui trouver de bons financements est une bonne chose. Ça va relever même le niveau du football burkinabé. Ça pourrait créer du spectacle. Ça pourrait donner du tonus aux joueurs parce que mieux ils seront payés, plus ils vont donner d'eux-mêmes pour que les talents émergent. Et c'est pourquoi on a d'un côté un logo qui est un cheval avec toute la signification qu'il y a autour, et puis un nouveau nom aussi. Au lieu de Faso Foot, au lieu des championnats nationaux de football de première division, c'est Ligue 1 l'ONAB. Maintenant, ce qui est totalement inacceptable, c'est ce que le président Lazare Bansé nous a fait voir, à savoir répondre dans une convivialité pour moi déplacée, quand on lui a demandé ce que valait ce sponsoring officiel de la Loterie nationale burkinabé, qui est notre société à nous tous. Par rapport à cette visibilité qu'on fait au passage à la l'ONAB, il a dit non, l'argent ne veut pas le bruit, l'argent n'aime pas le bruit, laissez ça, le pacte est scellé, le partenariat est ok, on va avancer comme ça. Non, c'est totalement inacceptable, et c'est avec stupéfaction que j'ai constaté que mes confrères plutôt sportifs n'ont pas insisté pour qu'il donne le montant de cette transaction-là, qui ne devrait pas être vraiment secret, et davantage pas dans le football, où les salaires des plus grands joueurs de ce monde sont connus, les salaires des entraîneurs sont connus, les budgets des championnats sont connus, tout s'il y a comme affaires et marketing et publicité autour du football sont connus, et tout ce qu'il y a comme droit de retransmission, c'est transparent. On ne peut pas venir nous dire sur toute une année un financement qui vient d'une société d'État comme ça va rester mouta et puis on va accepter ça comme ça. C'est totalement inacceptable, et je crois que à côté de la bonne foi qu'il a montré, du travail qu'il a montré, qu'il peut imaginer des choses vraiment original pour que le football burkinabé avance. À côté de ça, il a un devoir de redevabilité qui lui impose qu'il révèle ce montant. Dans tous les cas, s'il ne le fait pas, ça sera su, parce qu'il n'a pas négocié ça tout seul chez lui à la maison. C'est avec la Loterie nationale burkinabé. Et donc la Loterie nationale burkinabé, elle aussi, elle a le devoir de révéler ce montant-là, parce que ce n'est pas l'argent du directeur général, ce n'est pas l'argent du président Lazare Bansé, c'est l'argent du peuple burkinabé pour refinancer des activités qui font plaisir et qui participent à l'animation de la vie du Burkina. Et donc c'est une affaire de tous.
ceux qui aiment le football, moi au passage je suis loin d'être un journaliste sportif, comme ceux qui n'aiment pas le football, sont préoccupés de savoir combien cette transaction-là a coûté et comment ça va participer davantage à la relance du championnat national de football de première division, donc à la Ligue 1 l'ONAB, et comment ça va aider et les joueurs, et les clubs, et les entraîneurs, et les différents staffs, les dirigeants, tout ça, et de façon générale, comment ça va permettre de donner de la qualité des clubs jusqu'à l'équipe nationale et aux équipes nationales. Parce que c'est l'ensemble des championnats qui doivent être pris en compte, parce qu'au passage, on pourrait utiliser un peu de ce montant-là, voilà, pour financer d'autres compétitions footballistiques, comme les championnats de D2, de D3, et puis même des petites catégories, et pourquoi pas le football féminin. Tout ça peut se négocier ensemble. Encore faut-il qu'il y ait de la transparence, et cette transparence on impose pratiquement aux acteurs politiques là, on doit l'imposer à toute la vie publique burkinabé. Et donc Lazare Mansé a ce devoir-là. S'il ne le fait pas, on va trouver les informations par d'autres moyens, et il va être suivi, je crois, un peu plus marqué à la culotte qu'on l'aurait fait s'il avait tout de suite dévoilé ce montant. Parce que quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Oui. Point final pour l'édito d'aujourd'hui. Le message est clair. L'ONAB, FBF, dévoilez-nous. Ah, c'est clair. Le contrat de sponsoring du championnat national de football de première division. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Abba les Mouta Mouta. Abba les Mouta Mouta. C'est tout donc pour l'édito. Une petite pause avant Ça fait débat qui est consacré aujourd'hui aux préférences du cinéphile burkinabé dans la consommation des productions cinématographiques. C'est tout de suite après la pause. Au cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV, la puissance de la communication. Dans exactement 3 semaines se fera l'ouverture de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Et comme promis, Savane Média poursuit sa série d'émissions consacrées au 7e art. Et aujourd'hui, nous parlons de la consommation des productions cinématographiques au Burkina Faso. Quelles sont les préférences du cinéphile burkinabé? Comment promouvoir la consommation du cinéma local dans un contexte de guerre culturelle? 3 invités sur ce plateau pour en parler. D'abord, à ma gauche, Hervé Onla, il est journaliste culturel, et à ma droite, Rakis Rodrigue Kaboré, il est le président de l'association des exploitants des salles de ciné au Burkina Faso, AESCB. Il est aussi acteur et réalisateur. Toujours à ma droite, Abdraman Zampaligré, entrepreneur culturel et gérant du Ciné Tampoui. Ciné Tampoui, c'est à Ouagadougou. Bienvenue à tous les 3 sur le plateau de 7 jours dans la savane. Merci. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, grâce à l'avancée technologique, l'on retrouve au Burkina, comme ailleurs, des films de genre et d'horizons divers. Pour vous qui êtes exploitant de salles de ciné, je commence par vous, M. Kaboré. Alors, quelles sont les préférences du cinéphile burkinabé? Vous savez, les préférences ont une histoire. C'est une histoire au Burkina parce que dans les années 70, ça a évolué. On est passé aux années 90 et aux années 2000. C'est pour dire qu'en fonction des générations, vous tendez à avoir effectivement une évolution pour aller, à l'heure d'aujourd'hui, être dans une consommation pratiquement à 98% des productions nationales. Voilà. Mais j'avoue qu'au départ, c'était plutôt les Chinois, c'était karaté. Ensuite, ça passait un petit peu au film indien. Et ensuite, les films américains. Et aujourd'hui, il faut forcer de reconnaître que c'est les films burkinabés qui sont en tête. En tout cas, que ce soit en chiffre d'affaires, que ce soit en entrée ou en engouement, c'est les films, les productions nationales qui intéressent plus les cinéphiles burkinabés. Voilà. Monsieur Zampaligré, est-ce le même constat que vous faites au niveau des ciné Tampoui? Bien, merci Monsieur Kamou.
à tous les téléspectateurs qui nous suivent. J'imagine que c'est des cinéphiles. Bonsoir à vous. Alors, donc, je confirme ce que M. Kaboré vient de dire. Nous avons évolué depuis les années 90 où les gens avaient vraiment du plaisir à suivre la production extérieure, le genre hindou, karaté. Mais de nos jours, depuis 2005, je crois que nous avons eu un film qui a été le déclic qui a amené les cinéphiles burkinabés à adorer la production nationale. Ce film, c'est Ouagadougou. Je n'oublie pas parce que c'est pour moi une histoire tout entière. Alors, c'est le film qui, en 2005, et au même moment dans toutes les salles de Ouagadougou, quand ça passait, faisait salle comble. C'était du jamais vu parce que moi je travaille à la société civile depuis 1987. Donc il faut dire que ce que Rodrigue a dit, c'est vrai. Depuis, dans les années 90, c'était la production de l'extérieur. Maintenant, depuis 2005, véritablement, c'est les films burkinabés qui sont prisés par les cinéphiles burkinabés. Ouagadougou qui est réalisé par Zida Bouaka Sidnaba. Voilà, Ouagadougou qui est réalisé par Zida Bouaka Sidnaba, qui était véritablement le film déclic qui amène les cinéphiles burkinabés à adorer la production nationale. Alors Hervé, là vous êtes journaliste culturel, est-ce que vous adhérez à ce que les exploitants des salles de ciné viennent de dire? Absolument, hein, absolument, parce que vous savez, même bien avant, hein, quand il parle de 2500, c'est au niveau vraiment du cinéma, présentement, mais bien avant, un peu en 2000, il y a eu cette appropriation quand même des Burkinabés vis-à-vis de leur culture. Je pense qu'il y a cet élan, beaucoup veulent se regarder, veulent s'appartenir, veulent aimer leur nation. Vous savez qu'il y a une véritable politique, n'est-ce pas, du consommer burkinabé. Donc ça se passe au niveau de l'art vestimentaire, ça se passe au niveau de la musique, et bien entendu ça doit se passer au niveau du cinéma. Donc depuis les années 2000, chacun est fier, chacun se sent fier d'être burkinabé. Donc les burkinabés se sentant entre guillemets un peu indignés, estimer que pourquoi tout le temps on va regarder des films étrangers entre guillemets alors qu'on a vraiment des compétences locales ici. Nous sommes la capitale du cinéma africain. Pourquoi davantage ne pas présenter nos films à nous avec nos histoires? Donc effectivement, comme j'en parle a dit en 2005, 2006, vous voyez, il y a une floraison justement jusqu'au jour d'aujourd'hui des films burkinabés. Les salles, je ne vous apprends rien, les salles sont comblées pratiquement quand il y a une sortie, que ce soit une sortie d'un film amateur ou bien d'un réalisateur amateur ou professionnel, tout le monde y va d'abord. Et après, les critiques viennent après. Mais d'abord, le fait d'y aller, voir les films burkinabés, c'est déjà un pas. Maintenant, le contenu et tout ça, c'est une autre histoire. Alors, Rakis Kaboré, quels sont les enjeux justement de la consommation des productions cinématographiques aujourd'hui, étant donné que nous sommes dans un contexte de guerre culturelle, comme je l'ai dit au départ? Vous savez, pour moi, les enjeux vont se situer à 2 points. Il faut qu'on se dise les choses. Comme il a évoqué Hervé tout à l'heure, mon grand frère Zampa avait évoqué le cas de Sidnaba. Bien avant Sidnaba, il y a eu Boubacar Diallo. Vous savez, il y a toujours cette guerre de bons films, mauvais films. Il y a toujours cette guerre de votre film techniquement n'est pas bon, notre film techniquement est bon. Il y a toujours cette guerre des anciens et des jeunes qui viennent avec une nouvelle manière, une nouvelle vision de faire le film. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous prenez le cas de Boubacar Diallo, c'était le numérique qui lançait. Nous, en tant qu'exploitants, on s'est dit, et les Zampas sont là, et que je parle sous réserve, on s'est dit c'est le contenu qui est le plus important. Qui regarde le contenu? Qui consomme le contenu? C'est le cinéphile. Si nous pensons que le contenu peut les attirer en salle de cinéma, que ce soit une caméra haute définition qui a fait le film ou une caméra moindre définition, le plus important c'est, comme il l'a dit tout à l'heure, la critique viendra après du cinéphile. C'est lui qui va sanctionner la réussite du film ou pas. Donc vous avez déjà cette première étape. Et on s'est rendu compte quand on a passé le film de Boubacar que les gens n'ont pas cherché à comprendre comment le film a été réalisé. Si ça a été fait avec 200 millions, voilà, c'est l'histoire qui les a captivés. Et ils se retrouvaient dans cette histoire. Ils se retrouvaient, ils voyaient ce qui se passait dans la société, ils se disaient, mais attends, ça c'est vrai. Et ça a permis justement à nous, les réalisateurs, de pouvoir faire passer des messages de sensibilisation à travers nos films, en prenant des mots bien précis qu'on pouvait effectivement permettre à tout le monde de se dire attention, attention. Quand vous prenez maintenant le cas, le deuxième point qui est, on va dire, la concurrence. Moi, au départ, je me disais que c'est bien d'avoir une concurrence. C'est-à-dire permettre, par exemple, aux autres œuvres
de venir, permettre à nos réalisateurs de voir un peu comment ça se passe. Parce que quand tu es seul, tu produis seul, tu réalises seul. Bon, tu n'as pas la pression de vouloir tout le temps améliorer. Mais si Zampa fait son film, Rodrigue fait son film, on l'a Harry pour faire le travail, il a intérêt à faire plus que Zampa, plus que Rodrigue, et ça améliore. Si nous trois, déjà, on a une petite concurrence, et qu'il y a un film étranger, burkinabé, ivoirien, béninois, sénégalais, parce qu'ils sont en train d'être en vogue aujourd'hui, arrive avec une autre vision, une autre qualité, que nous trois, on veut ou pas, si on veut en tout cas avoir notre clientèle, on a intérêt à monter encore le niveau. Donc, ce n'est pas forcément mauvais. Par contre, faisons attention de ne pas oublier que c'est quand même sur le territoire burkinabé et qu'on est nationaliste. Donc, il faut favoriser les productions nationales, parce que c'est ce que aussi les cinéphiles demandent, et ne pas faire en priorité les films étrangers. Voilà, c'est ça qui avait fait envoyer la polémique avec les salles Canal Olympia, où effectivement la vision était autre au départ. Et bon, après les échanges, ils ont commencé maintenant aussi à s'adapter. Si l'on se situe dans ces contextes de guerre culturelle dont j'ai parlé, parce que le cinéma ou les films, ce sont des instruments qui véhiculent aussi de la culture. Si on se resitue dans ce contexte de guerre culturelle, qu'est-ce qu'un pays gagne ou qu'est-ce qu'il perd lorsque ses citoyens consomment ou ne consomment pas les productions cinématographiques locales, ou lorsque ces citoyens consomment ce qui vient d'ailleurs des productions cinématographiques. Je ne vous coupe pas, mais je vous prends rapidement l'exemple de l'Inde. L'Inde, c'est une influence culturelle intense. Combien de mes soeurs, de mes cousines ici ont commencé même à s'habiller en hindou? Combien ont fait la mode ici? Pourquoi? Parce que ça a influencé. Combien ont appris à parler les films hindous? Moi, j'ai des clients qui comprennent l'hindou, mais ils ne sont jamais allés à l'école. Mais tu comprends l'hindou correctement. Donc, effectivement, ça a eu une influence grave. La guerre culturelle est... Quand vous prenez les États-Unis, mais aujourd'hui, tous nos jeunes qui portent les pantalons qui descendent, quoi, mais c'est la mode. Vous influencez l'autre reste du monde à faire comme vous. Donc les gens sont énormes. Et je reviens justement par rapport à cette question qui est pertinente. Là où c'est même un peu davantage fatal, cette influence-là, quand ça vient véritablement de l'extérieur, et comme nous avons des jeunes, des enfants qui regardent ces films, des télénovelas par exemple, on voit un peu l'influence que ça peut apporter dans une société. On voit des hommes, bien deux femmes qui s'embrassent, entre guillemets, ça joue. Vous avez vu la réaction après, parce que les gens ne se sont pas sentis concernés. Le Burkinabé ne connaît pas ce genre de choses. Donc tout le monde a réagi spontanément par rapport à ce genre d'image. Donc ça veut tout simplement dire que le cinéma a un impact, la concurrence et l'influence même de la culture de l'autre peut facilement détruire la vôtre. Donc je pense que c'est très important que les cinéastes burkinabés, bien l'industrie du cinéma burkinabé s'approprie de sa propre culture, parce qu'il y a de l'éducation également qui passe par là. Les gens aiment regarder les films et puis ils apprennent. Exact. Ils apprennent. C'est très facile parce qu'ils ont vu, j'ai vu ça dans le cinéma, donc je vais immédiatement copier. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi parfois il y a cette interdiction, parce qu'on se dit il y a des catégories d'âge qui doivent regarder des films, parce que tous les films éduquent. C'est ça. Je coupe dans le même exemple qu'il a donné. Quand vous regardez les films américains, vous allez voir toujours les drapeaux américains qui sont. Mais si vous avez remarqué, pendant un certain temps, pendant près de 10-15 ans, tous les jeunes, quand ils voulaient aller, c'est où? États-Unis. Oui, parce qu'il y a le drapeau américain qui est toujours dedans, qui les montre que c'est beau là-bas, tout est bon là-bas. C'est une guerre, rêver. À mal. Mais ces enfants, ça veut dire que culturellement, les enjeux sont énormes. Les enjeux sont très énormes. Moi, pour éviter que nos partenaires qui sont de l'extérieur nous disent qu'au Burkina, on refuse de passer un film autre que les films burkinabés, je pense que du temps, par exemple, de la Sonasi, il y avait une commission de censure. Quand un film vient de l'extérieur, pour éviter que nos cinéphiles voient des scènes obscènes, c'est visionné à l'avance. Et puis, s'il y a possibilité d'enlever certaines scènes, on les enlève et on passe le film. S'il n'y a pas de possibilité, si tout le film est caduc, on renvoie le film. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a possibilité de contrôler cela? Il n'y a plus de commission de censure, le cinéma... Il doit avoir un service de régulation. Voilà, il devrait normalement, à travers le ministère, avoir un service de régulation pour en tout cas prendre le relais, mais ça n'existe pas. Donc ça fait que quand ces films viennent, l'influence que ça a sur nos enfants, c'est très énorme. Vous savez, la mentalité de nos jeunes,
quand tu vois, même quand Marlboro faisait sa publicité, tout à fait. Et il voit un cow-boy qui, à travers, voilà, ça influence tout le monde veut avoir tout le monde, voilà, ça a une influence énorme sur nos jeunes. Donc, moi, je pense que les producteurs burkinabés gagneraient beaucoup à sortir beaucoup de films. Parce que déjà, le cinéphile burkinabé aime la production nationale. Si nous avons beaucoup de production, on n'aura pas besoin de films extérieurs. Oui, c'est ce que Rodrigue Kaboré a dit. Actuellement, nous sommes à 90% de consommation de la production cinématographique locale au niveau des salles de ciné. Que faut-il faire pour garder peut-être cette position, étant donné que nous sommes dans un contexte aussi de concurrence où il y a les telenovelas, vous en avez parlé tout de suite, il y a les films hindous également qui sont prisés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder cette position? Moi, je dirais tout simplement qu'il faudrait davantage des partenaires extérieurs. Quand je dis extérieurs, ce n'est pas de l'autre côté, d'ici. C'est-à-dire pas forcément le ministère, pas forcément l'État, les banques doivent accompagner le cinéma. Il y en a tellement, toutes ces structures qui font de la publicité d'ailleurs doivent s'injecter dans le cinéma. C'est très important. Le cinéma ne peut pas vivre sans la publicité. Quand je parle des banques, quand j'ai commencé par les banques, c'est parce que c'est pratiquement une priorité dans tous les autres pays dans le monde entier. Quand on voit un film, si vous regardez la nomenclature, la liste, vous allez voir les banques qui s'alignent parce que c'est eux qui préfinancent généralement les producteurs. Les producteurs n'ont pas d'argent. Je suis entouré d'un producteur qui sait de quoi je parle. Donc tout le monde veut se référer au niveau de l'État. L'État qui a plusieurs priorités. Mais heureusement, bien malheureusement, nous avons des grandes structures, des grosses structures qui peuvent d'emblée financer notre cinéma. Donc je pense que c'est hyper important. La deuxième chose, par rapport justement à cette concurrence, il y a de plus en plus une influence forte qui vient de l'extérieur. Il y a les nouvelles technologies, avec les services de téléchargement, de streaming, comme on le dit, qui c'est des grosses firmes étrangères qui viennent puiser les films africains. Et si on ne régule pas ça, afin que nos films, même ceux qui viennent prendre nos films, qu'ils aient une tarification bien exemplaire, afin que toute la chaîne puisse en bénéficier. Mais si chacun vient, il négocie au gré à gré avec le réalisateur. Le réalisateur, pour lui, c'est que son film passe dans telle chaîne, pour ne pas faire de publicité, il le vend à vil prix. Et il met en porte-à-faux, il laisse nos films, nos télévisions locales. Il faudrait qu'on fasse en sorte que d'abord la priorité nous revienne et que ceux qui font ces films en bénéficient d'abord. Donc d'où justement les partenaires, les sponsors doivent d'emblée être présents, omniprésents dans nos films. Donc pour garder cette position, il vient de le dire, il y a la nécessité de financer la production cinématographique locale. Il parle de la nécessité que le privé également intervienne. Absolument. Il parle des banques. Oui, est-ce que c'est ce qu'il faut? Vous êtes réalisateur. Je vais peut-être choquer. Pour que le privé suive, il faut d'abord qu'on ait une forte volonté politique. Voilà. Quand je parle, on va dire encore que je vais attaquer, mais c'est la vérité. C'est ce qui se passe sur le terrain. Zampa l'a dit tout à l'heure. Je vais même me permettre de rectifier. Quand il y a des commissions de visa qui existent aujourd'hui au Burkina Faso, maintenant qui est logé au niveau de la direction de la cinématographie. Logiquement, à l'heure d'aujourd'hui, si tu veux passer un film au Burkina, tu dois acquérir un visa d'exploitation. C'est le visa qui fait qu'il y a une commission, ils se réunissent et ils jugent que le film est pertinent pour passer en salle ou l'interdit totalement. Ou à défaut, ils disent que c'est un film interdit au moins de 12 ans, 14 ans, 16 ans, ainsi de suite. Vous voyez, il y a un travail qui est fait. Malheureusement, et je le dis haut et fort, le statut de la direction générale de la cinématographie aujourd'hui ne les permet pas de travailler. Il faut qu'il soit un CNC. Soyons logiques. Parce que si c'est un CNC, comme dit... Pourquoi le statut ne leur permet pas de travailler? Parce qu'ils sont rattachés directement au ministère. C'est comme un département. En quoi cela est un problème? Ils ne sont pas suffisamment indépendants. Exact. Il n'y a pas d'indépendance. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mesure, par exemple, de venir les taxes que nous allons reverser. Quand nous allons payer au niveau de la direction de la cinématographie, on paie des sommes et tout ça. Quand ils viennent prélever de l'argent à notre niveau, un certain pourcentage sur le billet d'entrée, mais ça devrait justement être dans un compte spécial qui les permet de revenir nous refinancer. Tout à fait. Et c'est ça c'est comme ça.
C'est-à-dire que si par exemple cette année ils ont pu récupérer, comme fait le BBDA, le même système, c'est-à-dire qu'ils ont pu récupérer 1 milliard au niveau des salles, au niveau des entrées des films, tu déposes ton dossier pour dire, eux-mêmes ils vont dire, ah, telle salle de cinéma, ils n'ont pas le matériel. On peut vous préfinancer. Et puisque ça fait un retour. Et ça les permet de pouvoir mieux faire le contrôle. Je vous prends l'exemple, par exemple, quand Jean-Paul a dit tout à l'heure, Canal Olympia, c'est des films américains. Dites-moi comment la direction a pu interdire tel film américain. Soyons logiques. Voilà, on est obligé de rentrer dans des négociations. Bon, écoutez ça, il faut peut-être décaler l'heure. Voilà, il faut faire ça. Mais il ne peut pas, techniquement, officiellement, je ne sais pas, mais l'interdit, ça va créer une bombe ici, parce qu'on n'a pas cette forte volonté politique. Mais on a évoqué un sujet il y a de cela 2-3 ans avec l'ancien ministre Taïwo à l'époque, où quand il était venu, lui, il estimait qu'il faut carrément annuler les télénovelas. Et je disais tout à l'heure, c'est une grosse faute, c'est une grosse firme. Côte-Ouest, par exemple, qui finance des films, qui injecte des films en Afrique, c'est pour inculquer leur politique culturelle. Donc ils vous déversent beaucoup d'argent à l'État, aux télévisions nationales, c'est-à-dire les télévisions d'État, ils sont obligés de faire passer les films là. Donc si, comme il le dit, si l'État prenait les choses en main et qu'il y a une véritable régulation, même au niveau des services extrêmement privés, qui vont décider effectivement que ce genre de films, on ne va pas les passer. Quels que soient les milliards que vous allez déposer, on ne peut pas. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Parce qu'ils se disent que non, ils ne peuvent rien faire passer. L'État même cautionne ça. L'État est financé par ces grosses firmes étrangères-là. Et c'est peut-être ça aussi qui cause le problème. Est-ce qu'il peut expliquer bien cet aspect? Est-ce que vous voulez dire que nos chaînes nationales, par exemple, pourraient être amenées à se sentir obligées de diffuser certains films? Je prends un exemple. Parce que l'argent est déversé. Oui, les films, les télénovelas ne se donnent pas gratuitement aux télévisions. C'est des centaines, c'est des millions qui sont versés par an. C'est sur 5-10 ans. Donc imagine une forte somme comme ça arrive, une chaîne de télévision, on remet à l'État. L'État ne peut pas refuser une telle cagnotte. Donc à un moment donné, ça leur permet également de vivre, de faire fonctionner leur télévision. Des films extérieurs qui payent pour faire passer les cultures, par exemple, sur les chaînes nationales. Ils font passer leurs films aussi en même temps leur culture dans les chaînes nationales. Donc on est obligé d'accepter parce que justement la cagnotte est assez lourde. Donc je pense qu'il faut réguler tout ça. Il faut faire en sorte que la priorité revienne d'abord aux productions locales. Peu importe le coût. C'est pour ça que j'ai dit au début, réapproprions-nous nos cultures. Au Nigeria, c'est un très bel exemple. Ils ont commencé avec des films amateurs, ils ont commencé à tourner des films à petit budget. La masse nigériane a commencé à consommer. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé justement de créer une véritable industrie de ces cinémas nigériens pour sortir beaucoup de films, pour que les gens en profitent, les réalisateurs, les acteurs, ils sont devenus des superstars. Mais nous, c'est pas le cas. Nous, on fait plutôt venir des films étrangers que les grosses maisons de production financent pour que nous on diffuse. Même si on n'aime pas, on est obligé de regarder. Et c'est en prime time, s'il vous plaît. Dans des heures où tout le monde est à la maison et ils imposent les heures. Pour que ça doit passer les parents, les enfants, tout le monde est là. Captivé. Tout le monde est captivé, vous êtes obligé de voir. Et c'est financé à hauteur de millions. C'est dommage. Je suis d'accord. Ça veut dire également, même si la production est financée, s'il y a cette volonté politique qui fait que la production est financée à travers des fonds publics et que même les banques également financent la production, comme vous l'avez dit, il y a aussi nécessité qu'il y ait des commodités au niveau des salles de ciné. Donc l'exploitation a besoin également d'être financée. Oui, bien sûr. Oui, l'exploitation surtout a besoin d'être financée. Moi, c'est un combat que j'ai mené depuis belle lurette. J'ai dit, au niveau du Burkina, quand on veut parler soutien, dans le cadre du cinéma, c'est soutien aux producteurs, soutien aux réalisateurs. C'est très bien. Il faut soutenir pour qu'ils sortent beaucoup de films. Mais également, il faut soutenir les salles de cinéma. Vous savez, dans les années 90, on avait près de 55 salles de cinéma au Burkina Faso. Aujourd'hui, si on veut dénombrer, il n'y a que le ciné Nerva, ciné et Burkina, ciné Ouemsenga, ciné Tampui et l'Institut français. En dehors des deux canals, en dehors des deux salles de canal là, c'est fermé. Ça ne fonctionne pas. Si tu as ton film, tu vas à Bobo, c'est à la maison de la culture. Ouais. Voilà, en dehors du ciné Nerva, ciné Burkina, ciné Ouemtenga, ciné Tampui, les deux salles du canal Olympia, c'est l'Institut français. Sur 55 salles que nous avions dans les années 90. Et généralement, dans un débat, quand le débat est houleux, on dit non, l'exploitant c'est un commerçant. Mais le transporteur qui a ses véhicules qui circulent, quand il dit les routes ne sont pas bonnes, on ne peut pas aller à Fada. Et quand ils grèvent, l'État, ils font tout pour mettre des milliards pour faire les routes. Oui. Mais donc, le transporteur, c'est pas un commerçant. Bon, donc, c'est comme on le dit, il faut une volonté politique forte.
pour relancer le cinéma burkinabé, parce que véritablement le cinéphile burkinabé en tout cas adore la production nationale. Voilà. Et comme l'a dit M. Kaboré, je reviens à vous Hervé, la privatisation des salles de ciné également ne favorise pas forcément la consommation de la production locale. Il vient de dire que Canal Olympia, par exemple, ce sont des films américains. Tout à fait. Et c'est ce qui est dommage, c'est lamentable de le constater. Moi, je dis tout simplement que c'est très simple. Hein. Il ne faut pas disséquer la chaîne, c'est-à-dire le distributeur, même le simple acteur qui est dans le film participe. Le réalisateur participe, c'est très simple. Moi, je suis un cinéphile, je paye, je viens au ciné Nerwaya. Je paye mes 5 000 francs pour regarder mon film. Il faut que ces 5 000 francs-là reviennent à l'exploitant, reviennent au producteur. Et que ce producteur également puisse payer ceux qui ont travaillé, les comédiens dans ce film. Et que cet argent aussi puisse le permettre de faire encore un autre film. C'est simple. C'est ça, tout ça c'est du commerce. Mais ça fait rentrer de l'argent et c'est encore le cinéma burkinabé qui gagne. Donc c'est simple, donc on ne peut pas disséquer. Quand on dit industrie du cinéma, c'est tout. Ce n'est pas seulement les réalisateurs, ce n'est pas seulement les producteurs, ce n'est pas seulement les distributeurs. Il ne faut pas dire qu'on va seulement donner l'argent aux producteurs et puis après on attend 5 ans, on va donner l'argent aux exploitants de salles. Non. Non, ça doit être vraiment une cagnotte qu'on sait que c'est toute la chaîne qui en bénéficie. Si vous remettez aux producteurs, ils vont aller peut-être présenter le film ailleurs. Et puis on va aller les vendre. Les films burkinabés, les cinéphiles burkinabés ne pourront pas les voir. S'il faut les faire voir dans nos salles, les salles ne sont pas adéquates. C'est des films numériques, c'est des films avec de haute technologie. Nos salles, il n'y en a pas. Même l'écho, je ne vous apprends rien, vous savez. Donc il faut tout remettre à jour. Et c'est important, encore que nous avons un avantage, de plus en plus maintenant, nous aimons nos films. Et si on embellissait nos salles, si on faisait en sorte qu'on mettait les commodités qu'il faut. Le cinéma, ce n'est pas seulement venir regarder le film, mais il faut que les enfants soient à l'aise. Il faut qu'il y ait une cour, un endroit où les enfants peuvent s'amuser. Avant d'entrer dans le film, même après, ainsi de suite. Il y a tout ça, il y a des manèges, il y a tout. Donc, c'est une industrie. Le cinéma, c'est une culture. Les gens préfèrent aller dans les salles de cinéma que d'aller regarder le film chez eux à la maison. C'est comme un match de foot. C'est comme les matchs de foot. Les gens ont des chaînes à la maison, mais ils préfèrent aller dans un magasin, dans un endroit où c'est bouillant pour regarder le match de foot. C'est la même chose avec le cinéma. Donc, c'est une culture. Il faut qu'on remette encore cette culture en vogue de plus en plus parce que les gens, les Burkinabés, adorent leurs films. Donc, je ne sais pas pourquoi l'État, ou bien tous ces financiers dont je parle là, refusent d'injecter déjà l'argent dans le cinéma, d'autant plus que les Burkinabés adorent maintenant voir leurs films. Et conséquent, ce sont des expatriés qui exploitent ces salles. Oui, et les films burkinabés n'y sont pas diffusés. Bon, vous savez, pour revenir à ça, je vous donne l'exemple. Rien que hier, moi, j'étais à Koudougou pour la billetterie nationale, que les professionnels ont exigé depuis des années. Zampa est là, on s'est battu pour cette histoire de billetterie nationale, parce que ça permet d'avoir les statistiques. Ça permet aussi d'avoir une vision. Parce que quand vous allez voir les institutions financières, les banques, les coopératives, ils vous disent, oui, nous, on n'a pas de données chez vous. C'est quoi? C'est comment? Voilà. Mais ce n'est pas le rôle, justement, de se priver là, de se lever lui-même, être juge et parti. Moi, j'ai quel intérêt moi-même à confectionner mes tickets et aller les déclarer? Vous voyez, c'est compliqué. Pour que quelqu'un me fasse confiance, c'est compliqué. Et on a demandé à l'État, c'est ton rôle de le faire. Donc, il faut qu'on arrête cette histoire de dire, c'est des commerçants, on ne doit pas... Voilà, on a continué à dire, c'est des commerçants, aujourd'hui, on a combien de salles? Et on continue de dire, non, c'est des commerçants. Et vous voyez que ça ne marche pas. Je vous donne l'exemple. Quand j'étais à Koudougou pour la billetterie, et c'est quelque chose que... Hervé Oumla me connaît, quand ça ne va pas au niveau du ministère, moi je dis, quand ça va aussi, je félicite. Moi je félicite personnellement la nouvelle ministre. Elle a commencé la tournée des salles de cinéma en commençant par une salle nationale privée, le Ciné Nerwaya. C'est du jamais vu. Généralement, c'est comme dit truc, c'est l'Institut français, c'est Canal Olympia, Ciné Burkina et après Nerwaya. Voilà la logique qu'on fait. En tout cas, que nous, on nous avait habitués. Mais j'étais surpris. Moi, j'y étais pas parce que j'étais à Koudougou. Mais mon président, le PDG, Franck-Alain Kaboré, est allé parce que lui-même, il était tellement surpris qu'il allait personnellement pour recevoir Madame la ministre. Et on lui a fait faire le tour de la salle. Elle était surprise. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il faut une forte volonté politique. Elle est allée, elle a touché du doigt, elle connaît les réalités. Si le président Roch-Marc Christian venait avec son épouse aussi au Ciné Nerwaya, allait au Ciné Burkina, se lève un jour, aménage au Ciné Tampoui, même s'il ne s'assoit pas pour regarder le film, rentre dans la salle, vous allez voir que ça ne sera pas la même chose quand on va lui amener un dossier sur le cinéma. Parce qu'il allait voir de lui-même. Il ne s'est pas contenté d'écouter ses conseillers. Il a dit, ok, vous avez dit que cette salle, ce n'est pas l'appel, c'est mauvais. Bon, je vais passer voir. Mais ce n'est pas pareil.
Voilà. Et à un autre niveau, les ministres même ne le font pas. C'est ça, je vous dis. J'ai un collègue, mais il y a combien de ministres? Demandez-leur, il y a combien qui viennent au Neroya. Voilà. Et tu te dis, oh, Neroya, tu sais, ce n'est plus comme avant. Mais si vous ne venez pas, ça ne va jamais changer. C'est clair, c'est net. Et pour revenir par rapport à ta question concernant Canal+, les salles Canal+, moi je veux Canal Olympia, je veux dire, nous sommes dans un marché. Un marché, à ce moment-là, nous parlons de concurrence, un marché concurrentiel. Ils ont eu les agréments d'ouvrir le salle Canal Olympia parce que c'est un circuit africain, panafricain. C'est tout à fait normal. Ils décident d'exploiter des films américains, ça c'est peut-être américain ou étranger, entre guillemets, sur leur politique, c'est tout à fait normal. Mais c'est à nous, c'est à l'État, justement, de faire en sorte qu'ils sont au Burkina et qu'ils doivent ne serait-ce que diffuser des films burkinabés. C'est clair, c'est tout à fait normal. Et ça serait encore même plus facile parce que cette salle-là sera davantage plus exploitée parce que c'est une salle assez luxueuse et si on met des films burkinabés là-bas, les gens viendront. Donc je pense que c'est aussi important. Même si cela n'est pas le cas, peut-être qu'il aurait fallu également que les salles qui diffusent les films burkinabés aient les mêmes commodités pour que les cinéphiles puissent parce que, en fait, c'est l'idéal. À vous entendre parler, les gens partent à Canal Olympia et à l'Institut français parce qu'il y a des commodités. Tout à fait. Oui, il y a des nouvelles commodités. Mais quand vous allez à Canal Olympia, vous avez le DCP, vous avez le 3D. Mais évidemment, quand vous allez à Canal Olympia, vous avez le DCP, vous avez le 3D. C'est que les gens ne savent pas, on parle de Canal Olympia. Canal Olympia ne fait même pas. Moi, ma salle fait 3 fois Canal Olympia. Tout à fait. C'est 399 places. Mais ils ont 300 et quelques places. Je suis à 1050 places. Mais tout le monde parle de Canal comme si c'était. Mais non, ça fait 3 fois. C'est pas. Je m'excuse. Ce sont mes patrons, ils font partie de l'association, mais on échange. C'est les échanges là et les critiques qui ont amené Canal Olympia à rencontrer les producteurs burkinabés, les réalisateurs pour les dire ok, nous allons ouvrir, vous avez la possibilité, en tout cas pour le Burkina, qui est une exception parce que dans les autres pays c'est pas évident. Voilà, mais au Burkina, ils ont accepté maintenant rencontrer et diffuser les films de burkinabé. Ça, c'est déjà une bonne étape. Maintenant, c'est les conditions, bon, qu'on est toujours en train de voir, parce que les conditions ne sont pas évidentes, comme ils sont un peu internationales. Donc, on est en train d'échanger pour ramener nous-mêmes nos producteurs à amener leurs films, regarder là-bas. Voilà. Sinon, c'est le même prix d'entrée que chez nous. Moi, par rapport à ce que vous avez dit, c'est vrai. Les Canal Olympia, ils ont accepté de passer nos films burkinabés. Mais, comme Kamou l'a dit, je souhaiterais que à travers cette volonté politique forte-là, l'État ou les institutions financières, en tout cas, viennent, approchent les exploitants, remettent les salles à niveau, permettent aux cinéphiles burkinabés de venir voir les films burkinabés dans ces salles, au lieu d'aller négocier, et puis ça va poser problème. Parce que les conditions que les producteurs ont dans ces salles-là, ce n'est pas les mêmes qu'ils auront dans nos salles. Donc, pourquoi ne pas retaper ces... Nous sommes capteurs du cinéma burkinabé africain, pourquoi? C'est parce qu'on estime que nous avons su garder le cap. Il n'y a pas de salles dans la sous-région, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont des salles comme nous. Mais si nous laissons ces salles qui existent, au lieu de les rénover, nous les laissons sombrer davantage, je pense que le prochain FESPACO c'est en 2023. C'est pas évident. Le prochain FESPACO c'est en octobre. Non, pas celui-là. Voilà, le prochain. Parce que c'est toujours le prochain. Voilà, l'après 2021 là, c'est pas évident qu'on ait un FESPACO avec Ciné Neroya, Ciné Burkina au top encore. Parce que moi j'ai connu le Ciné Burkina en 90. Où j'ai géré personnellement au compte de la SONACIB le Ciné Burkina. Le confort qu'il y avait, qui attirait les gens dans la salle, c'est pas le même aujourd'hui. Aujourd'hui, va rentrer dans les toilettes du Ciné Burkina. T'as envie de pleurer. Ciné Burkina où le plafond craquelle et tombe sur seul. Mais on va venir faire le FESPACO là-bas. Donc ça veut dire que si moi je suis cinéphile et que j'ai envie de sortir avec ma famille pour me distraire en suivant un film burkinabé à Ciné Burkina, ben, je ne pourrais pas le faire parce que voilà, si j'ai envie de me soulager, ça va poser problème et je me vois obligé d'aller peut-être à Canal Olympia où je vais suivre un film américain. Mais c'est comme on l'a dit, le burkinabé c'est un patriote. On se débrouille, on se démène comme on peut pour patauger, ne serait-ce que dans les flaques d'eau là, pour aller se soulager et revenir suivre le film. Mais je dis, si on y prend garde, si on continue sur cette lancée, le FESPACO, d'après celui qui va se dérouler tout de suite là, ne verra pas le Ciné Burkina. Moi, pour renforcer un peu ce qu'il dit, pour être un peu plus perçant, c'est qu'en fait, malheureusement,
et c'est ce que je déplore, c'est quand il y a toujours cette biennale-là qui s'approche, qu'on pense véritablement à refaire les salles de cinéma. Le cinéma, c'est une culture, comme je l'ai dit, c'est à vie. On est né dans le cinéma, on grandira dans le cinéma, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est important qu'on n'a pas besoin d'attendre 2 ans pour essayer de revoir les salles de cinéma, pour essayer de les aménager, parce qu'on va recevoir des étrangers. Mais les Burkinabés regardent des films tous les jours. Les Burkinabés vont au cinéma tous les jours. Les Burkinabés vont au ciné Royal Ciné Burkina tous les jours. Maintenant, pour qu'ils viennent davantage, plus nombreux que ça, il faut tout simplement viabiliser ces cadres-là. Mais ce n'est pas le cas. On va toujours nourrir la poule le jour du marché, tout simplement, pas pour nous, mais uniquement pour ceux qui viendront, pour ne pas taxer le Burkina des salles du Burkinabé de désuètes. Non, moi je pense que ne faisons pas pour les autres, faisons d'abord pour nous, et ça va permettre la maintenance régulière avec une bonne organisation pour faire en sorte que justement les partenaires techniques puissent davantage nous accompagner en fonction des statistiques, en fonction de tout ce qu'on aura fait comme régulation. Moi je pense que c'est important, mais malheureusement c'est pas souvent ce qui se passe, c'est quand il y a une grande manifestation qu'on décide de tout aménager. Alors au-delà des salles de ciné, les canaux de diffusion des films sont un peu nombreux. Quel devrait être peut-être le rôle par exemple des médias, des télévisions dans la promotion de la consommation, de la production cinématographique locale, par exemple? Oui, moi je pense c'est un sujet qui m'intéresse très bien. Moi je pense déjà qu'il faudrait, pourquoi pas une véritable assise entre les télévisions qui diffusent et les producteurs. Parce que il y a comme si c'est un langage de sourds. Je confirme. Moi, parfois, je suis surpris. Oui, je suis surpris. Un simple exemple, je suis surpris de voir une nouvelle production burkinabé qui passe à une chaîne étrangère. Pourquoi? Grand point d'interrogation. Pourquoi? Est-ce que le deal entre le nouvelle production burkinabé qui passe sur une chaîne étrangère, alors que les chaînes nationales diffusent des exactement. Ils font des publicités pour dire que tout le monde doit se rendre sur tel canal parce que le nouveau film, la nouvelle série burkinabé va sortir. Ouagalo, vous voulez parler de Ouagalo? Non, il y en a beaucoup. Qui doivent passer bientôt sur une chaîne. Il y a ça, donc tout le monde est captivé par rapport à ça. Mais ça met en porte-à-faux justement notre télévision locale. Qu'est-ce qui se passe en interne? Peut-être lui pourra nous expliquer après. Est-ce qu'il n'y a pas un langage financier vrai qui se passe entre eux? Est-ce que les films qui sont, moi je le sais, les films qui sont vendus, les séries qui sont vendues dans les chaînes étrangères sont malheureusement vendues à vil prix? Les gens préfèrent plutôt voir leurs films dans ces chaînes-là au lieu de voir leurs films dans les télévisions locales. Pourquoi? C'est une question financière certainement. Pourquoi? Rodrigo et Caboré. Allez-y, c'est juste pour dire que comme Hervé l'a dit par le passé, les productions extérieures sont achetées à coût exorbitant pour passer sur nos chaînes. Mais quand il s'agit d'un film burkinabé, je me demande s'ils veulent payer le film à plus de 100 000 francs. Ça, c'est de la bouche d'un réalisateur que j'ai entendu. C'est l'épisode, 100 000 francs l'épisode ou quoi? Je comprends pas. Non, c'est un prix. C'est un prix forfaitaire. Même s'ils prennent ton film pour passer pendant 2 ans. Mais d'autres les remettent gratuitement. Moi, je connais des réalisateurs qui remettent gratuitement à certaines télévisions. Il y en a même juste parce qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont plus de moyens. Ils préfèrent, on les impose de prendre le film, mais gratuit. Et après, c'est dangereux. Droit d'auteur. Mais bon, mais c'est insignifiant. Le film, c'est pas le droit d'auteur quand même. C'est pas la vraie. Bon, je sais que je vais m'attirer les foudres des télés, mais il faut que l'opinion publique, il faut que les politiques, il faut que les cinéphiles lambda sachent réellement ce qui se passe. J'ai cette malchance, comme j'aime dire, ou cette chance d'avoir plusieurs casquettes. Et quand vous amenez votre film, voir les télévisions nationales, lui il a dit que ça fait, il ne paie pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà, moi j'échange mes films contre de la publicité. Ça c'est le contrat que je peux grouiller avoir. Et souvent même c'est difficile d'avoir ce contrat. Pour pouvoir avoir des pubs et essayer de faire la promotion du prochain film avec le film que je donne. Voilà le deal qu'il y a aujourd'hui. Sinon, quand je pars avec mon film, mon dernier film Coup d'État, mon dernier film Gandado, mon dernier film, que ce soit elle, je pars, je vais voir Savane TV, RTB, BF1, je l'ai dit, 3 TV. Ah, moi j'ai mon film, je le vends à 2 millions. Il me regarde. C'est pas bon, tu as dit quoi? En fait, le fait que ce soit déjà un film burkinabé, j'ai l'impression que on dit déjà c'est pas bon. On ne peut pas payer ça là. On se connaît, on est rendu ici. J'ai payé ton film là combien? Mais vous voulez que le gars vive comment et il ramène un autre film comment? Par contre, vous êtes en mesure
du même film long métrage, parce que lui, il vient du Sénégal, qui a fait du succès, ou qui a fait quoi? Vous êtes en mesure de prendre 7 millions pour payer ce film et le diffuser. C'est quand même incroyable. Est-ce que ce n'est pas finalement un rapport qualité-prix? Non, c'est pas le... Il faut que vous sachiez. C'est national. Il faut que vous fassiez... Il faut qu'on comprenne quelque chose. Le Burkinabé, ou en tout cas les télévisions, je ne sais pas où... Je ne sais pas s'il y a eu un souci dans le passé, en tout cas de mémoire d'homme de moi, ma petite vie là. Je ne sais pas s'il y a eu un petit souci avant avec nos aînés, mais ils ont cette image des réalisateurs, des producteurs burkinabés. Quand tu amènes ton film, c'est dit que c'est automatique, ça part à échange de marchandises. Et c'est pas normal. Est-ce que ce n'est pas le problème qu'on l'a posé au début, à savoir que ceux qui produisent les télénovelas, par exemple, sont financés par des firmes qui viennent, qui viennent payer ces chaînes bien sûr, tout à fait. Donc, prends ton film. Au détriment de nos cultures. Mais vous parlez, il y a des films burkinabés qui sont sortis, nous-mêmes, salles burkinabés, on ne peut pas les avoir pour passer. Tout à fait. Parce que les films l'ont payé. Ils ont l'exclusivité. Il y a des films, que ce soit Boubacar Diallo et autres, ou après le FESPACO, on a Apolline et ainsi de suite. Je ne peux pas passer le film. Parce que tout simplement, il y a une production, une coproduction qui détient les droits et qui trouve que passer le film ici, c'est de bonne guerre. Puisque c'est pourquoi il va venir repasser ça ici. Et puis de plus en plus, ce que tu ne dis pas, aussi, c'est que la majeure partie de ces chaînes étrangères sont souvent aussi productrices. Oui, exact. Elles sont souvent productrices. Je prends TV5 Monde, par exemple, qui a ces 5 dernières années a produit plus de 50 séries. Mais ils financent. Donc ils ont déjà l'exclusivité. Ils produisent ta série. Canal Plus le fait aussi également. Ils produisent ta série et puis ils ont l'exclusivité. Donc c'est mieux. Pourquoi nous aussi on ne peut pas? Au contrario, les télévisions peuvent financer pour produire des films burkinabés. Là maintenant ils sauront quel type de cinéma, que de films, ils vont projeter. Parce qu'on va plus les vendre, parce qu'ils ne connaissent pas de la qualité. Maintenant, ils ont l'occasion de produire ces films-là. Ils vont le faire. Ça se faisait par le passé. Hein. Je pense qu'il y a des séries qui ont été... C'est pas que c'est la première fois. Ça s'est passé. De la cinématographie. Mais il faudrait aussi qu'il y ait cette production dans les télévisions. Ce que venait de dire Rodrigue Kaboré, est-ce que ce n'est pas trop facile de vouloir jeter l'anathème sur les chaînes de télé, par exemple, en disant qu'elles préfèrent les films venus d'ailleurs? Parce que, en même temps que nous disons cela, beaucoup de sondages montrent, par exemple, qu'au Burkina, à Ouagadougou, par exemple, les chaînes comme A+, et Novelas TV sont les plus suivies. Alors que sur ces chaînes, j'allais dire, on connaît un peu les films qui passent. Est-ce que les patrons des médias ne préfèrent pas tout simplement payer les films qui vont plaire à leurs téléspectateurs? Je vais vous contredire. Je prends l'exemple de Savane TV. Voilà, moi j'aime le concret. C'est pas parce que j'ai ici du respect pour Sinaba, j'ai du respect pour M. Abissi, ils le savent très bien. On s'est battu depuis le départ, depuis le premier film, comme il a dit, où on disait de ne pas passer le film. Il faut que vous sachiez une chose. Depuis que Savane TV passe des films burkinabés, ça a monté ou ça n'a pas monté? Donc arrêtons de dire que c'est un faux truc, c'est un faux débat. Ça n'a rien à voir. Si vous passez les films burkinabés, les gens vont regarder. Moi, tu t'imagines qu'on m'a réveillé à 2 h du matin parce que la RTB a passé le vieux film Faso Fury. Tout à fait. Pour me dire, il y avait longtemps j'avais vu ton film. Mais c'est quoi? C'est les gens regardent. Donc arrêtons de dire que non, est-ce que c'est parce que les autres... Non, c'est comme il a dit. Il y a des deals qui se sont mis. Voilà. Moi j'ai dit, avant 2005, depuis 1996 sur la scène, mais avant 2005, il y a des films burkinabés, quand tu te mets à l'affiche, il faut dire au cinéphile que c'est cadeau, personne ne va rentrer. Je parle de ça, moi j'ai des preuves, moi j'ai des statistiques dans mon bureau jusqu'à demain. Mais après 2005, après du moment où les gens ont commencé à aimer les films burkinabés, pourquoi continuer à passer les télénovelas dans les chaînes de télévision? Mais c'est vous qui cultivez, mettez dans la tête les gens qu'il faut regarder les télénovelas. Passer les films burkinabés, ce n'est pas que les gens n'aiment pas. Les gens aiment passer, les gens vont regarder. Par rapport à la chaîne que tu as citée, ça corrobore avec l'explication de Rakis concernant justement A+. Les gens regardent A+. Parce que ce sont des séries africaines. C'est aussi. À côté, il y a Novelas TV qui est aussi suivi. Et des séries africaines, les gens se retrouvent. C'est vrai que le débat tourne autour du Burkina, mais il y a cette recrudescence, comme je disais au début de notre émission, c'est que les Africains s'approprient déjà de plus en plus de leur histoire. Les gens regardent de plus en plus A+, parce que les séries camerounaises, burkinabées, sénégalaises, et ainsi de suite, ils se retrouvent dedans. Quelle explication peut-on donner par rapport au fait que les gens aiment suivre, par exemple, Novelas TV?
Mais le novella, ça c'est une rhétorique qui existe depuis longtemps, c'est généralement les femmes. C'est une rhétorique, ça c'est des histoires d'amour. Mais il y a des histoires d'amour qu'on peut faire justement sur le plan national. En fait, c'est une question d'amour. Les gens regardent tout simplement ça parce que ce sont des intrigues d'amour. C'est inné sur secteur. Et puis ça dépend également de la philosophie de tout un chacun. C'est pas parce que cette télénovela, je vais dire angolaise ou bien brésilienne ou quoi, mais il peut en avoir sur le plan africain et que les gens vont aimer. Moi, c'est juste tout simplement le scénario et la thématique. C'est pas question de fait de peau ou bien d'africain ou bien non. C'est tout simplement le côté, l'intrigue amoureuse que les gens adorent. C'est tout. Pas seulement ça. Hein. Oui. Monsieur Kambo, je vais peut-être décevoir vos frères. Il y a également, c'est une guerre. Ça, je reviens sur votre sujet. C'est une guerre culturelle. Si vous regardez les télénovelas, prenez d'abord quand c'était le Brésil. Mais c'était les longs mèches. Toutes nos femmes là, toutes nos sœurs, mais elles étaient épatées. Ouais, c'était dans ça. En fait, il faut que les gens comprennent quelque chose. Tout à fait. Il faut que les gens... Maintenant, quand vous regardez les films hindous ou autres, qu'est-ce que vous voyez? C'est le petit truc. Maintenant, toutes nos filles, qu'est-ce qu'elles font? C'est ça. Le truc ici, voilà, les piercings, les quoi. Donc, c'est ça exactement. C'est le terme. C'est-à-dire l'influence culturelle était tellement forte que du coup, tu te retrouves où tu espères. C'est-à-dire il faut faire rêver. Et c'est ça le problème. Voilà ce qui se passe réellement. Faire face à tout cela, parce que j'ai parlé de cette guerre culturelle qui est d'actualité. C'est dans ce contexte-là que nous sommes aujourd'hui. Quel rôle les médias, les chaînes de télévision par exemple, devraient jouer pour faire face au choc culturel qui pourrait venir de l'étranger? On a trouvé la solution. Il faut que la direction de la cinématographie prenne son bâton avec le ministre en tête, faire des assises entre les télévisions et les producteurs. On met tout à plat. Qu'est-ce qu'on gagne? Je vous donne un exemple banal, juste en 2 secondes. Et puis après, on crée une... Regardez, quand vous prenez par exemple à l'heure d'aujourd'hui, nous avons commencé les matinées spéciales. On obligeait les élèves, les étudiants, les associations, même les ministères à venir regarder des films burkinabés à des prix intéressants pour les donner l'amour et toujours l'envie d'aller au cinéma. Actuellement, regardez à Canal Olympia. Ils font les mêmes matinées, sauf que c'est des films américains. Et de plus en plus d'établissements, d'associations de jeunes se lèvent, se mobilisent et pour aller à Canal Olympia pour faire des films, sauf que c'est des films américains. Ces jeunes qui partent à 100, à 200 qui regardent ces films américains, vous croyez qu'après quoi? Ils font de moins en moins, ils vont aimer de moins en moins, ils vont filmer. Ça, c'est clair. Donc, il faut, et ça, c'est la direction, c'est le travail de la direction, comme l'avait dit Zampa, de mettre des barrières, de dire, ça, c'est pas possible. Ça, c'est possible. Vous êtes au Burkina, donc vous êtes régi également par les lois du Burkina. On ne peut pas venir ici pour faire comme on veut. Mais on ne peut pas accuser peut-être ces salles de ciné gérées par des expatriés, d'autant plus que les chaînes nationales... J'ai dit, c'est la direction de la cinématographie. un peu ce que vous dites, sauf que je vais dire que même les chaînes nationales, les chaînes de télévision burkinabé diffusent aussi de la telenovela. Que dira-t-on des expatriés qui exploitent des salles de ciné? Allez-y, monsieur Zampali. Moi, en résumé, c'est pour dire, dès le début, on a parlé de volonté politique forte. C'est d'un côté, en matière de soutien financièrement, en matière d'imposition, parce que je prends l'histoire d'une structure qui était en France, gérée par un Burkinabé, Africa Cinéma, qui soutenait les industries culturelles africaines. Si tu es mis dans leur réseau, tu as un montant qu'on te reverse et après un bonus, dans l'année, tu peux avoir 5 000 €. Si en fonction du nombre de films que tu passes, le nombre de séances que tu fais, il suffit de ne pas passer un film américain autre que français ou burkinabé, africain. Si tu passes rien que des films africains, tu fais rentrer beaucoup de gens, tu as beaucoup d'argent. Trouver un système ici, tu fais passer les films burkinabés, vous allez avoir un bonus et les gens vont passer les films burkinabés, les gens vont s'habituer, les gens vont visiter les autres films. Donc tout part de la volonté politique dont vous parlez. Moi je prends un exemple, je prends une télévision française. Africa Télévision, on a fait France Télécom et tout de suite, ils ont une politique. TF1, moi je regarde beaucoup de chaînes, je les ai beaucoup. Vous voyez, les films de TF1, c'est des films français. Et les films étrangers, parce qu'ils mettent aussi des films étrangers, ils mettent ça à des heures où ils savent que les Français ne regardent pas. Donc on n'interdit pas aux télévisions locales de mettre des films ou bien des séries étrangères. C'est pas interdit. Mais il y a des heures où les gens veulent voir les films de chez eux. Moi, je trouve aberrant que ce n'est pas le terme où on va venir mettre les telenovelas extérieures. Moi, je ne suis pas contre les telenovelas dans les chaînes locales. Mais il faut prioriser
les productions locales à des heures où tout le monde est censé être à la maison. Et nous tous, nous les journalistes, nous savons ce que c'est qu'un prime time. Nous savons à quel moment tout le monde est accroché pour regarder la télévision. On sait que tout le monde, à 20h, à 13h, on va regarder le journal. Avant, si on fait de la publicité, on met une série de films et tout ça. Les télévisions veulent passer ailleurs, une autre heure, peut-être plus tardive que ça, que les enfants dorment déjà. C'est interdit. Mais pendant que tout le monde est assis devant sa télévision, je pense qu'on doit mettre le film burkinabé. C'est tout simple. Donc, je pense qu'il faut moi, je suis contre cette censure. On dit non, tout est burkinabé, tout est burkinabé. Il faut qu'on ait quand même des cultures extérieures. Mais c'est important. La preuve que les chaînes de télévision burkinabé ne passent pas suffisamment les productions nationales. Et c'est ça qui a amené les gens à rentrer dans, comment on appelle ça, les CD, les vidéos, le piratage. C'est ça qui amène les gens à rentrer dans le piratage. Cette production a sorti Burkina Rawoko, passé sur 6 mois, et fait Burkina Rawoko 2, il a passé une semaine au cinéma Burkina. La semaine qui a suivi, c'est partout. Et on s'est rendu compte qu'il y a un commerçant qui téléchargeait 50 fois le film. On a fait nos enquêtes, on l'a amené à la gendarmerie. D'enquête en enquête, ils se rendent compte que le film est partout. C'est pour dire que les gens aiment, les gens veulent, mais ils n'ont pas les moyens de le voir sur nos chaînes. C'est pour qu'ils partent télécharger à 50 francs. Trouvons une politique pour amener les cinéphiles à avoir la possibilité de visionner les films burkinabés. Vous allez voir, ils vont plus, dans 5 ans, ils vont plus voir les télénovelas. Au-delà du travail qu'il y a à faire au niveau des chaînes de télé, par exemple, il faut également qu'on travaille sur la diffusion sur Internet. Tout à fait, je vais aborder ça. Oui, allez-y donc. Parce qu'il a abordé un sujet qui est très important, qui est la piraterie, qui peut être jugulé au niveau justement à la fois au niveau sur le plan local, au niveau des producteurs. Nous avons 2 grosses productions mondiales, qui est Netflix et Amazon. C'est Internet, on regarde des films, c'est des streaming, où tu peux t'abonner et puis tu regardes des films. C'est des milliardaires. Ils investissent, ils sont maintenant de plus en plus dans 54 pays ici en Afrique. Mais ce qui les fait peur... Même les chaînes YouTube. C'est ce que je veux dire. Même ce qui les fait peur d'investir en Afrique, c'est parce qu'ils se disent qu'il y a la piraterie. Et les gens peuvent facilement recopier, télécharger. Mais eux, ils sont maîtres du streaming. Il faudrait plutôt t'abonner et à coup de millions, ton film passe. Il suffit qu'un cinéphile achète et est abonné à Netflix et puis il a tous les films qu'il veut. Il est directement payé par cette maison de production et le producteur et les cinéastes, et je veux dire les réalisateurs et tous ces acteurs-là gagneraient justement à s'inscrire dans ces maisons de streaming. Mais malheureusement, ils hésitent tout simplement parce que la piraterie gangrène le milieu. Il suffit qu'un réalisateur, un producteur décide de vendre son film, de donner son film à Netflix, et Netflix estime avec leur commission de régulation que ces films-là peuvent être vendables. Ils achètent en fonction du contrat que vous avez et vos films peuvent être téléchargés et regardés par toute la population burkinabé si elle est abonnée. Donc je pense que c'est comme ça qu'on va vers l'avenir du cinéma africain. Peut-être même les producteurs peuvent en gagner. Mais malheureusement, il y a encore ce gros point d'interrogation. Il n'y a pas de régulation. On ne peut pas contrôler tout. Les banques aussi ont du mal, comme vous disiez tout à l'heure, à financer parce que tout est un peu dans le flou. Il n'y a pas de statistiques. S'il y avait tout cela comme en Europe, comme aux États-Unis, je pense que beaucoup de films étrangers allaient soutenir le cinéma africain. Monsieur Kaboré, rapidement sur cette question, on a épuisé les temps impartis. Ah d'accord, ok, bon, donc je ne vais pas être long, je pense qu'il a déjà tout dit. Moi, ce que je vais peut-être rajouter, c'est d'encourager les streaming nationaux. C'est-à-dire, il y a certains qui ont commencé, je sais qu'il y a Yenenga, il y a quoi qui ont commencé tu peux amener ton film là-dessus. Et il faut que justement, la direction de la cinématographie se dote d'outils pour pouvoir réglementer ça. Exactement. Et je pense qu'après ça, ça va aller très loin, quoi, et très vite. Voilà. Ça n'empêche pas qu'un film qui passe en salle, tu puisses aussi le regarder. Au contraire, c'est gagnant pour nous. Parce que nous, on appelle ça exploitant électronique nouveau. Donc, on doit réguler tout ça. Vous êtes pas pour terminer. Voilà pourquoi au niveau des aides de production, il a créé Yenenga Movies. Mais c'est comme on l'a dit, il faut vraiment que la DGCA, le ministère, c'est une branche du ministère, il faut qu'ils aient les moyens nécessaires pour contrôler cela pour qu'il n'y ait pas un ping-pong généralisé dans cela, quoi. Voilà. Merci à vous, monsieur Zampaligré. Abdraman Zampaligré, je rappelle que vous êtes entrepreneur culturel et gérant du ciné et Tampoui. Merci également à Rodrigue Kaboré. Vous êtes président de l'association des exploitants des salles de ciné du Burkina
également acteur et réalisateur, gérant du ciné, voilà, du ciné Nerwaya à Ouagadougou. Merci pour votre contribution à ce débat et merci enfin à Hervé Onla, vous êtes journaliste culturel. Merci une fois de plus à tous les trois pour vos différentes contributions à ce débat. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. C'est terminé pour 7 jours dans la savane et ça fait débat. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain pour un nouveau numéro. Nouvelle génération zugo ton meta appartement ni ro bed bam kwaba yamne immeuble han ton woto eta ha ton na mana appartement bed bam pina he de type F3 ci tengra te ton kelen geheman boutique bed bam pila nasi kawaya appartement F3 nzoen sazanga yamne to woto ton na me eta ni ro bed bam pistan F4 amba la villa bedbeda F4 ni F3 compel hami nan bingir zininga mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga weker ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar mote wani mobile a hannan tawa zi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda beni haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam takasa ne ba yo ko lo yelbi nge sito na mengubuga me ni ne ba mbebe ngete nyokolo wen sa commune pour ti pa motor za para za patable aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zax la villa ramzar na korlonsi ya nana aleben palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zax la villa ram ni yid bam ko la nanne yam jile ngi samti bo gonta yam dawo nanga bola nandike ligi troga sawa awu mamla ro ning ligi ya toura sawa moy fi signé ça. Cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la
Cherchons l'argent, cherchons l'argent. Cherchons l'argent, cherchons l'argent. Tout le monde travaille à cause de l'argent, on dort plus à cause de l'argent. Tu dis je t'aime, on te dit l'argent, même bonjour, on répond l'argent. Raison pour laquelle jour et nuit je prends mon temps pour travailler sans relâche. Pas le temps de se lamenter car le confort est au bout de l'effort. Hey, yeah. On veut l'argent, on veut les sous, on veut CFA, on veut dollars. Hey, yeah. On veut l'argent, on veut les sous, on veut CFA, on veut dollars. Cherchons l'argent, c'est la clé du monde. Voilà pourquoi c'est recherché par tout le monde. Mon ami cherche ton argent, ça peut éviter beaucoup de frustration. Soyons maîtres de l'argent. Alpha O, Chetival. Et non des esclaves. Soyons maîtres de l'argent. Et non des esclaves. Hey, yeah. On veut l'argent, on veut les sous, on veut CFA, on veut dollars. L'eau lave, mais l'argent rend propre. Moula, moula, baby. C'est Zion, Lion. C'est la moula gang, baby, c'est la moula gang. C'est la moula gang, baby, welcome dans ma jungle. C'est la moula gang, yeah, dit fais pas le ding, fais pas le gangsta, fais pas le fouga. Moula, c'est moula, baby, ils sont où là? Ceux qui vont le foula, baby, c'est Zion, Lion, c'est champagne et rosé. Call me King Lion, baby, call me King Zion. I'm sitting on the throne, then I rule the jungle. Give me the microphone, I go make for you that song. Do you wanna move, baby, move for the night alone. Money, mamas gave me money, enough money for you and me.
money, put my champagne for me. I made Jaja bless mama for me. C'est la moula gang, baby, c'est la moula gang. C'est la moula gang, baby, welcome dans ma jungle. C'est la moula gang, baby, fais pas le ding. Fais pas le gangsta, fais pas le fouga. Moula, c'est moula, moula, baby. Ils sont où là? Ceux qui veulent les foula, baby, c'est Zion. Lion, c'est champagne et rosé. Tout le monde veut la moula. Tout le monde veut la moula, mais tout le monde fait semblant. Bébé m'a dit Givenchy, elle m'a dit Louis Vuitton, elle m'a dit Ferrari. Tout le monde veut la moula. Tout le monde veut la moula, mais tout le monde fait semblant. Tout le monde veut faire bang bang, mais faire bang bang, mon ami, c'est pas donné à tout le monde. On moula, de Ouaga jusqu'à Paris, c'est la moula. De Paris jusqu'à Paris, c'est la moula. De Paris jusqu'à Miami, Kinshasa, Douala, c'est la moula. De Douala jusqu'à Dakar, c'est la moula. De Dakar jusqu'à Accra, c'est la moula. De Accra jusqu'à Abuja, Viva Africa, ah c'est la view Africa. C'est la moula moula gang, moula moula, moula moula gang, moula moula, moula moula gang, moula baby, moula baby, moula. Ah, tout le monde veut la moula, tout le monde veut la moula, mais tout le monde fait semblant. Bébé m'a dit Givenchy, elle m'a dit Louis Vuitton, elle m'a dit Ferrari. Tout le monde veut la moula. Tout le monde veut la moula, mais tout le monde fait semblant. Tout le monde veut faire bang bang, mais faire bang bang, mon ami, c'est pas donné à tout le monde.